Alors bonjour à toutes et à tous, merci d'être venus si nombreux. Je vous présente donc Alain Quémin. Alain Quémin donc, qui est professeur de sociologie de l'art à l'université Paris 8, Institut Études Européennes et membre honoraire de l'Institut universitaire de France, ancien élève de l'École normale supérieure de Cachan et de l'Institut d'études politiques de Paris, professeur agrégé de sciences sociales. Il est également docteur en sociologie de l'École des hautes études en sciences sociales. Habilité à diriger des recherches aussi à l'université Paris 3, Sorbonne Nouvelle. Il travaille sur la sociologie du marché de l'art ainsi que sur les institutions et les professions artistiques des publics, mais aussi sur la globalisation artistique, sur la notoriété et sur la sociologie des œuvres. Voilà. Parallèlement, Alain Quémin a une activité de journaliste et critique d'art et publie régulièrement dans la Gazette de Rouault, Art Presse et le Journal des Arts. Je lui laisse la parole. Merci encore Alain d'avoir répondu à notre invitation. Bonsoir, merci beaucoup à Frédéric Joly pour m'accueillir ici à l'École nationale supérieure d'art de Limoges, où c'est un retour, parce que j'étais déjà intervenu il y a 16 ans, donc dans ce même amphithéâtre, voilà, donc une génération antérieure d'étudiants avant vous, j'avais eu l'occasion de la rencontrer. Puis je voudrais remercier également particulièrement Christine Gavini-Chevet, qui est donc Madame la rectrice de l'Académie de Limoges, puisque comme vous le savez, les écoles d'art ne sont pas sous la coupe, entre guillemets, du ministère de l'Éducation nationale, mais du ministère de la Culture, mais je trouve ça extrêmement gentil de sa part donc, de venir ce soir et de manifester également son intérêt donc, pour ce qui se passe donc, à l'École nationale supérieure d'art de Limoges en tant que rectrice. Voilà, donc comme Frédéric Joly donc, vient de le préciser, je voulais quand même donc, situer un tout petit peu d'où je parle, et donc je suis effectivement sociologue de l'art, mais je suis également journaliste et critique d'art. Donc Frédéric a dit les 3 titres pour lesquels j'écris, donc une activité qui est complémentaire de mon activité de professeur d'université et de sociologue, qui sont donc la Gazette de Rouault, le Journal des Arts et Art Presse. Et si après la conférence, bien sûr, vous voulez savoir un petit peu davantage ce qui m'intéresse en tant justement que journaliste et critique d'art, vous pourrez regarder sur Instagram. Ça me semble une bonne idée pour vous également, surtout comme vous êtes ici à Limoges, parfois pour avoir un petit peu des idées, comme vous êtes en formation également en tant que futurs artistes ou en tant que futures personnes travaillant dans le secteur de l'art, de regarder un petit peu ce que vos aînés peuvent vous recommander comme activité artistique, à la fois du côté de vos enseignants, de vos professeurs, et puis également du côté des conférenciers qui interviennent dans le cadre de cette école. Alors je vais vous parler essentiellement d'un ouvrage que j'ai publié donc, il y a maintenant quelques années sur les stars de l'art contemporain et qui devrait permettre de mieux comprendre comment fonctionne le principe de notoriété et également le principe de consécration dans le monde de l'art contemporain. Alors, quel était le contexte et la méthode? Et après, on rentrera dans le vif du sujet. Eh bien, il s'agissait d'un appel d'offres du DEPS, le département des études, de la prospective et de la statistique du ministère de la Culture. Et le thème qui avait été fixé donc, par le ministère de la Culture était transformation des formes de reconnaissance dans le domaine culturel, notoriété, réputation et légitimité. Et c'est donc une recherche que j'ai menée de 2011 à 2013. Je vous présenterai donc des données qui portent sur cette période-là, et puis également je les réactualiserai pour que vous sachiez un petit peu ce qu'il en est advenu depuis. Donc j'ai essayé d'adopter un positionnement de sociologue, un positionnement sociologique, en évitant le réductionnisme sociologiste, puisque je ne pense pas que la sociologie soit la seule discipline qui puisse tenir un discours pertinent sur l'art, mais je pense quand même qu'elle peut nous permettre de voir des choses qu'on ne voit pas forcément lorsqu'on s'intéresse à l'art et lorsqu'on s'intéresse au monde de l'art en particulier. Donc j'ai mobilisé 3 types de méthodes principales, les entretiens, l'observation participante et des analyses quantitatives sur des données, et vous verrez que ce sont des analyses quantitatives assez simples. Alors bien entendu, quand le ministère de la Culture et de la Communication avait lancé cet appel d'offres, il demandait aux chercheurs d'expliquer ce qu'ils avaient envie d'étudier, et donc j'ai expliqué que dans mon cas, je voulais travailler uniquement sur les arts visuels. Alors je l'ai argumenté de la façon suivante, en mettant en avant 4 caractéristiques principales des arts visuels, des palmarès, des classements. Alors, les 4 caractéristiques qui me semblaient intéressantes, et je l'illustrerai dans un petit moment, c'était tout d'abord l'ancienneté des classements réputationnels dans le secteur de la peinture et des arts visuels, ce qui n'existerait pas forcément dans d'autres domaines, par exemple dans le domaine de la musique, dans le domaine de la littérature, on n'a pas une ancienneté de ces classements, et je vais l'illustrer dans un moment.
Également, ce qui me semblait intéressant du point de vue sociologique, c'était la multiplicité des classements dont on dispose donc, pour apprécier la réputation des artistes plasticiens contemporains et l'élaboration de la notoriété. Donc après, on peut comparer les différents classements entre eux et se demander si finalement ils donnent des résultats assez analogues ou si à l'inverse, ils vont présenter des choses extrêmement différentes. Troisième également caractéristique qui me semblait intéressante, c'était la possibilité de distinguer la reconnaissance et de distinguer le marché. Il y a d'autres domaines artistiques où c'est moins facile à faire. Dans le domaine donc, des arts visuels, on peut à la fois avoir des artistes qui vont extrêmement bien réussir en termes de reconnaissance, en termes de présence dans l'institution, et d'autres qui vont être beaucoup plus présents, beaucoup plus successful sur le marché. Donc est-ce que les deux sont congruents ou pas? Et enfin, le quatrième point, la quatrième caractéristique qui me semblait intéressante, c'était qu'il existe également des classements qui rendent compte de la notoriété de ceux qui classent. Et à partir de là, on pouvait se poser la question, mais finalement, si on trouve certaines caractéristiques majeures parmi les artistes stars, parmi les artistes les plus en vue, est-ce que cela n'est pas dû, au moins en partie, au fait que les personnes qui vont être habilitées à produire les classements possèdent elles-mêmes les mêmes caractéristiques? Voilà. Et notamment en termes de genre, s'il y a plus d'hommes qui sont amenés à labelliser, à choisir les artistes les plus importants, est-ce que cela ne va pas entraîner le fait qu'on aura plus d'artistes hommes parmi les artistes les plus reconnus, ou si on a beaucoup d'experts, entre guillemets, qui sont des experts, par exemple, américains, est-ce qu'on n'aura pas davantage d'artistes américains? Alors ça, si vous voulez, c'était les quatre grands facteurs qui me semblaient importants pour étudier le secteur des arts visuels, et maintenant, à vous, je peux vous dire la vérité, c'était un petit peu construit a posteriori, puisque personnellement, ce qui m'intéresse le plus, ce sont les arts visuels, c'est le domaine que je connais le mieux, et donc j'essaie quand même de justifier pourquoi il fallait étudier les arts visuels, parce que j'aurais été beaucoup moins compétent, me semble-t-il, s'il fallait parler de musique, de littérature ou de cinéma. Alors avant de commencer quand même, et en particulier avec des gens comme vous qui sont spécialisés dans les arts visuels contemporains, je voudrais faire un petit exercice pour poser la question, qu'est-ce que c'est que l'art contemporain? Puisque je vais vous parler régulièrement d'art contemporain ce soir, je vais vous en parler donc, dans une perspective sociologique, et ce qui me semble toujours assez important, c'est de montrer que l'art contemporain, eh bien, finalement, c'est une question de convention, et que c'est très difficile de définir de façon complètement exacte ce qu'est l'art contemporain. Donc, simplement, pour vous faire prendre pleinement conscience de cela, je vais procéder à un petit exercice rapide. Je vais vous montrer exactement 11 œuvres et vous devrez deviner combien d'entre elles sont des œuvres d'art contemporain. Alors, vous voyez bien que vous êtes des spécialistes de l'art contemporain, que vous soyez enseignant ou vous soyez étudiant, et vous allez voir que ce n'est pas si facile que ça. D'accord? Donc, il va falloir vous concentrer énormément sur les 11 œuvres que je vais vous montrer et essayer de trouver parmi ces 11 œuvres combien sont des œuvres d'art contemporain. Donc ça, c'est l'œuvre numéro 1. Est-ce que c'est contemporain? Est-ce que ce n'est pas contemporain? Numéro 2. Numéro 3. La 4. 5. 6. 7. 8. 9. Là, je vois qu'il y a des amateurs. 10. Et la 11. Voilà, et la 11, je vous la montre également sous deux autres angles. Voilà. Alors donc, l'idée, c'est maintenant d'essayer de décider, parmi ces 11 œuvres, combien sont des œuvres d'art contemporain. Donc, à vous de me faire des propositions pour qu'on voit si, pour vous, c'est un exercice facile. Logiquement, comme vous êtes étudiant en école d'art ou enseignant en école d'art, on pourrait s'attendre à ce que ce soit plus facile que pour les individus lambda. Donc, vous en identifiez à peu près combien dans ma proposition? Alors, on entend certains qui disent 0, d'autres qui disent toutes. Est-ce qu'on aurait des propositions intermédiaires entre 0 et toutes? Pardon? Il n'y en a qu'une qui ne serait pas contemporaine? Ouais. 4 ou 5, bon d'accord, voilà. Merci beaucoup en tout cas. Voilà, merci beaucoup de vous lancer. Et on voit effectivement, vous voyez qu'on a quand même un ensemble de propositions extrêmement contrastées. On a comme ça effectivement des gens qui considèrent qu'elles le sont toutes, d'autres qui considèrent qu'aucune n'est contemporaine, certains qui disent 4 ou 5, et en même temps, je sens qu'il y a assez peu de conviction que tout le monde se dit, mais c'est pas si facile d'identifier donc combien d'œuvres sont contemporaines. Alors je vous donne effectivement la bonne réponse. Il y a une seule œuvre qui n'est pas contemporaine. Et alors c'est laquelle, puisque quelqu'un avait trouvé qu'une seule œuvre n'était pas contemporaine?
Non, voilà, donc vous allez voir, bien entendu, c'est même une personne a trouvé la bonne réponse, il y en a une qui n'est pas contemporaine, mais n'a pas trouvé. Et l'enfant est une œuvre contemporaine, c'est ça qui est très troublant. Donc maintenant, très rapidement, je vais essayer de vous démontrer pourquoi les œuvres, donc qui sont parfois assez surprenantes, ne sont pas contemporaines, ou pour la plupart d'entre elles, sont contemporaines. D'accord? Donc là, la première œuvre que vous voyez au tableau, que je trouve personnellement moche, voilà, donc qui ne me plaît absolument pas, donc elle a été peinte par Liza Yuskavage. Et Liza Yuskavage, c'est une artiste que donc je n'aime pas, vous l'aurez compris. Je trouve que c'est très kitsch, que c'est néo-post-impressionniste, tout ce que vous voulez, que c'est exactement le genre d'œuvre qu'on pourrait voir, par exemple, aux États-Unis, quand vous avez des grands centres commerciaux, vous avez souvent des petites boutiques d'encadrement, et c'est exactement le genre de tableau qu'on peut proposer, dont on va penser que ça plaît au grand public. Eh bien, ce tableau de Liza Yuskavage, malgré tout, il est contemporain, parce que Liza Yuskavage, elle est défendue par la galerie David Zwirner, notamment. Et la galerie David Zwirner, c'est l'une des 4 plus grandes galeries dans le monde. Elle est située en plein cœur de Manhattan, dans le quartier de Chelsea. Et David Zwirner a un pouvoir prescriptif tel que si David Zwirner défend une artiste, je peux dire que je n'aime pas cet artiste, mais même moi qui ai une activité donc, de journaliste et de critique d'art, eh bien, je ne peux pas complètement invalider Liza Yuskavage. Je peux la contester comme bonne artiste contemporaine, je peux dire qu'elle n'est pas une artiste contemporaine intéressante, pour autant, il s'agit d'une artiste contemporaine. Alors, ce qui est, me semble-t-il, assez révélateur, c'est que quand vous voyez ce genre de tableau, eh bien, des gens pourraient penser que la peinture, ce n'est pas forcément contemporain. Si, aujourd'hui, si vous allez par exemple à Chelsea, donc qui est le cœur incontestable de l'art contemporain sur le marché aux États-Unis, si vous allez dans les grands musées états-uniens, alors que les États-Unis sont leaders aujourd'hui en termes de normes sur le monde de l'art contemporain, ils montrent essentiellement de la peinture. D'accord ? Donc il y a parfois une forme de naïveté à penser que les installations seraient plus contemporaines et que la peinture serait moins contemporaine. Vous voyez bien, même cette peinture qui est une peinture très classique, qui est une peinture, comme je disais tout à l'heure, un peu néo-post-impressionniste, eh bien, elle est quand même contemporaine. Donc, le deuxième tableau également, c'est encore Liza Yuskavage. Voilà. Donc, pour moi, on dirait un peu de l'heroic fantasy, un peu de la bande dessinée. Je ne trouve pas ça bon du tout. Eh bien, là encore, je suis très ennuyé. C'est quand même de l'art contemporain. Le troisième également, c'est encore Liza Yuskavage. Donc, je suis obligé de reconnaître que c'est de l'art contemporain. Maintenant, ce quatrième tableau, est-ce que certaines d'entre vous ont reconnu l'artiste? Non, c'est John Currin. Donc John Currin, pareil, si on voyait ce tableau-là, ce portrait de femme, dans une brocante, personne ne n'imaginerait jamais que c'est un tableau contemporain. On pourrait penser que c'est voilà, un petit maître, pas extrêmement doué, mais bon, quand même, du 19e siècle qui a peint cela. Eh bien, John Currin est défendu par certaines des plus grandes galeries au monde. Il est défendu par la galerie Gagosian. Et donc, à partir de là, John Currin, son œuvre est une œuvre contemporaine. Pareil pour le portrait de bébé. Et donc là, il y a un petit côté Greuze, pour celles d'entre vous qui ont fait donc de l'histoire de l'art. Pour autant, là encore, c'est aussi un tableau de John Currin. Donc, même si je dis que je trouve ça un peu cucu, que ce n'est pas du tout le genre d'œuvre qui me plaît, que ce n'est pas le genre de démarche qui me plaît dans l'art contemporain, eh bien, là encore, je suis tenu. Comme c'est Gagosian a 12, 13, 15 galeries dans le monde entier. C'est le marchand le plus incontournable aujourd'hui. Il a des espaces somptueux qui ressemblent à des quasi-musées. Je suis obligé de considérer qu'il s'agit d'art contemporain. Même chose là pour Liz Piton. Donc Liz Piton qui vient de rentrer chez la galerie Tadeusz Ropac, qui est la plus grande galerie probablement en France. Eh bien Liz Piton, je n'aime pas non plus ce qu'elle fait. Elle est représentée également par David Zwirner. Elle a été exposée au New Museum à New York, qui est un musée très cutting edge. À partir de là, je ne peux pas invalider Liz Piton comme artiste contemporaine. Je peux simplement dire que je n'aime pas. Un artiste contemporain que j'aime, quand même, pour pas que vous pensiez que je n'aime pas les artistes contemporains, c'est juste que j'essayais voilà, de vous induire en erreur avec des choses que vous n'identifieriez pas a priori comme étant de l'art contemporain. Ici, donc, Kehinde Wiley, donc, que vous connaissez probablement puisqu'il a été choisi par Barack Obama pour faire son portrait. Et Kehinde Wiley donc, est un artiste qui s'inspire des codes de la grande peinture classique, qui accentue le côté donc, extrêmement ornemental et qui remplace dans les modèles dont il s'inspire, les sujets originaux qui étaient des hommes blancs âgés par des jeunes hommes, donc en général afro-descendants, et il s'inspire également de la culture hip-hop, de la culture urbaine. Voilà, je trouve que c'est une démarche très intéressante. Ça, j'aime, mais vous voyez que c'est quelque chose qui, par la technique, se rattache davantage à la grande peinture classique que ça ne se rattache aux formes les plus associées spontanément avec l'art contemporain.
Bien entendu, donc là, j'ai vu que dans la salle, il y avait des admirateurs de Jeff Koons. Donc, c'est le papé de Jeff Koons. Et alors, simplement pour l'anecdote, il y a quelques années, ou maintenant un certain nombre d'années, je me rendais à Bilbao avec des amis, et notamment avec un ami autrichien, et qui est totalement extérieur au monde de l'art contemporain. Et en arrivant de très loin, donc vous savez que cette sculpture fait à peu près une dizaine de mètres de haut, donc devant le centre Guggenheim, on voit donc le papé de Jeff Koons. Et je dis à cet ami, je dis, regarde, un Jeff Koons. Il se tourne vers moi, il me dit, mais c'est de l'art contemporain? Je dis, ah oui, c'est de l'art contemporain. Il me dit, écoute, je ne comprends pas. En Autriche, dans les parcs, nous avons des tas de sculptures en fleurs. Tu veux dire que c'est de l'art contemporain? Je dis, ah ben non, c'est pas de l'art contemporain, les sculptures en fleurs dans les parcs. Il me dit, mais pourquoi? Parce que c'est pas Jeff Koons. Il dit, mais là, pourquoi, quand c'est Jeff Koons, c'est de l'art contemporain, et alors que c'est les mêmes choses, des sculptures en fleurs dans les parcs, on en fait partout en Autriche, pourquoi c'est pas de l'art contemporain? Je dis, parce que c'est pas Jeff Koons. Donc, il y avait une certaine forme d'incompréhension, et il fallait faire comprendre que c'est une convention. Jeff Koons est un artiste défendu par Gagosian. David Swerner a eu une rétrospective au Whitney à New York, a une rétrospective au Centre Georges Pompidou à Paris. Jeff Koons est un artiste contemporain, qu'on aime ou qu'on n'aime pas, mais pour autant, il faut considérer cette œuvre comme contemporaine. Bon, là, bien entendu, j'ai mis Marcel Duchamp. Donc Marcel Duchamp qui serait hors période, puisqu'il a créé l'essentiel de ses œuvres durant les années 1910, avant que l'art contemporain émerge comme catégorie. Pour autant, Marcel Duchamp, par sa démarche, est généralement considéré comme un artiste contemporain. Et enfin, donc là, c'est la 11e œuvre, donc c'était l'œuvre la plus difficile à trouver, parce que j'ai été assez... on va dire pervers, j'ai pris donc un bocal de pâte qui traînait chez moi et je suis descendu dans une galerie amie en bas de mon domicile à Paris et je leur ai demandé si je pouvais utiliser une de leurs étagères pour poser mon bocal de pâte et pour prendre la photo. Et bien entendu, comme vous avez vu ça avec ce bel éclairage, donc j'ai utilisé l'éclairage de la galerie, c'est une véritable étagère de galerie. Là, je l'ai pris en photo également avec un tableau, avec une sculpture de Chiharu Shiota, donc une artiste que vous connaissez probablement japonaise qui vit en Allemagne. L'œuvre qui figure à droite est une vraie œuvre d'art contemporain, et celle de gauche, j'ai utilisé l'étagère qui était vide pour poser mon bocal de pâte dessus. Et vous voyez bien que les codes, vous pouvez vous induire en erreur et que celle-ci, vous alliez plus facilement l'identifier comme étant donc une œuvre d'art contemporain, alors qu'en fait, c'est simplement les conditions de monstration qui tendaient à vous induire en erreur pour que vous la considériez comme une œuvre d'art contemporain. Donc celle qui ressemblait le plus peut-être avec La Fontaine de Marcel Duchamp à une œuvre d'art contemporain était l'une de celles qui n'était pas une vraie œuvre d'art contemporain. Okay, donc pourquoi est-ce que j'ai insisté là-dessus? Eh bien simplement pour indiquer que dans une perspective sociologique, ce qui est le plus fondamental pour l'art contemporain, ce sont les conventions et finalement et de l'art contemporain, tout ce qui est labellisé comme tel, c'est-à-dire qu'il existe des académies informelles dans le monde de l'art contemporain, dont je fais partie, dont vos enseignants font partie, dont vous-même, si vous êtes déjà une pratique artistique, pouvez également éventuellement faire partie. Et ce sont les accords que nous élaborons entre nous qui font que des œuvres vont être considérées comme contemporaines ou non, et les œuvres seront considérées comme contemporaines ou non si les personnes qui les ont créées sont elles-mêmes considérées comme des artistes ou non. Donc il y a tout un débat, il y a des enjeux permanents, on se rencontre, on échange de l'information. Alors quand on échange l'information, on peut le faire directement dans des conversations, et puis on peut également le faire en se rencontrant ou en regardant simplement ce qui est exposé sur les CIMES, dans les musées, dans les galeries. À chaque fois, il y a donc des personnes qui prennent position pour défendre comme étant réellement contemporain tel ou tel artiste et telle ou telle œuvre. D'accord? Voilà. Donc pour les définitions de l'art contemporain, et on passera très rapidement avec vous, puisque normalement c'est des choses qui ne doivent pas vous poser problème. Alors là, je vous ai mis simplement les noms des artistes, au cas où vous ne les auriez pas connus si vous vouliez les mémoriser. Donc pour définir ce qu'est l'art contemporain, eh bien l'art contemporain, c'est quand même une question de définition. Donc il existe plusieurs définitions pour se mettre d'accord sur ce qu'est l'art contemporain. Alors vous savez probablement qu'il existe une première définition, qui est la définition des universitaires. Et pour les universitaires, on considère généralement que l'art contemporain débute en 1945. Pourquoi 1945? Parce que les historiens d'art à l'université sont essentiellement des historiens avant tout. La coupure de la Seconde Guerre mondiale fait qu'on considère qu'après 1945, c'est de l'art contemporain. Et bien entendu, sur la période décennie 1860-1945, on a l'art moderne. D'accord? Donc une chose se jouerait, les choses basculeraient en 1945 avec donc, le tournant de la fin de la Seconde Guerre mondiale. Il existe une deuxième convention qui est fortement partagée dans le monde de l'art contemporain et qui est la convention qu'on trouve davantage dans les institutions, donc c'est-à-dire du côté des musées et du côté des centres d'art contemporain.
Et du côté des institutions et des musées, on considère davantage que l'art contemporain émerge véritablement en 1969-1970. Alors pourquoi 69-70 davantage pour ces gens-là? Donc vous voyez que c'est deux conventions concurrentes. Il n'y a pas des gens qui ont raison et des gens qui ont tort. C'est deux communautés qui fonctionnent avec des conventions différentes. Pourquoi 69-70? Eh bien parce qu'en 1969, Harald Seemann organise à la Kunsthalle de Berne une grande exposition devenue complètement séminale, intitulée donc When Attitudes Become Form, et avec cette grande exposition, Harald Seemann adopte une définition radicale de ce qu'est l'art, qui change véritablement le regard porté sur l'art. Alors pour vous donner une idée quand même du caractère complètement mythique de l'exposition d'Harald Seemann, vous avez probablement déjà entendu parler. Je suis né moi, en décembre 67, donc j'étais trop petit pour aller voir l'exposition en 1969 à la Kunsthalle de Berne, mais il y a 4 ans, lors de la Biennale de Venise, la fondation Prada, donc à Venise, dans un palais vénitien, avait complètement recréé à l'identique la grande exposition mythique d'Harald Seemann. Et nous avons fait la file pendant des heures, sans pouvoir rentrer, pour découvrir l'exposition d'Harald Seemann, recréée donc des décennies plus tard, tellement tout le monde voulait la voir. Et ils avaient été très loin dans le respect de la démarche d'Harald Seemann, puisqu'ils avaient par exemple reproduit à l'identique les ampoules situées au même endroit, donc évidemment c'était complètement hors sol. À l'origine c'était à Berne, dans le bâtiment de la Kunsthalle, du Centre d'art contemporain. Donc là, dans ce palais, ils avaient créé de fausses cloisons, ils avaient créé, et même ils avaient recréé des faux radiateurs, pour vous dire donc les radiateurs d'époque d'Harald Seemann, pour qu'on voit vraiment l'exposition telle que les visiteurs avaient pu la découvrir en 1969. Okay, donc pour vous dire à quel point elle a marqué les esprits. Bien entendu, l'exposition était tellement radicale, présentait tellement d'artistes essentiellement minimalistes, des artistes conceptuels, que Harald Seemann a été licencié de la Kunsthalle de Berne, et après, elle a fait scandale, cette exposition, tellement elle était raide, et après il est devenu l'un des plus grands curateurs, l'un des plus grands commissaires des décennies qui ont suivi. Voilà. Donc en tout cas, ça c'est une autre convention, 69-70. Alors pour vous montrer là encore comment ces conventions sont construites à l'intérieur des différents groupes qui les font fonctionner, eh bien pendant longtemps, les maisons de vente aux enchères, vous savez probablement que les deux plus grandes maisons de vente aux enchères dans le monde sont Christie's et Sotheby's, eh bien ces deux maisons de vente aux enchères adoptaient la première définition, la définition donc de l'art contemporain débutant en 1945, et puis quand l'art contemporain est devenu de plus en plus désirable, et l'art contemporain aujourd'hui s'est vraiment énormément développé depuis quelques décennies, en particulier au cours des dernières années, eh bien Christie's et Sotheby's ont décidé de changer de convention, et donc maintenant ils font démarrer les ventes d'art contemporain en 69, et comme il restait un trou entre 45 et 69, eh bien ils ont simplement créé une nouvelle catégorie. On peut créer des catégories pour fonctionner en tant que monde social, et ils appellent les ventes donc de 45 à 69 les ventes post-war sales, donc les ventes d'après-guerre. Okay, donc ils ont l'art moderne, post-war sales, et les ventes d'art contemporain. Et il y a quelques années, un moment d'intense spéculation autour du marché de l'art, pour insister sur le côté hyper contemporain de certaines ventes qui accueillaient des œuvres créées vraiment au cours des toutes dernières années, eh bien Christie's avait même créé une nouvelle catégorie, donc des ventes encore plus contemporaines que les ventes d'art contemporain, et qui s'appelait Contemporary Now, contemporain maintenant. D'accord? Donc l'idée que j'essaie de faire passer, c'est la suivante. Contemporain, c'est une catégorie qui fonctionne à l'intérieur d'un milieu social donné, et c'est une catégorie donc, qui fondamentalement repose sur des accords entre les acteurs qui appartiennent à cette communauté. Alors, bien entendu, le facteur chronologique entre en ligne de compte, puisqu'on a dit qu'il faut quand même que ça soit créé après 45 ou après 69, mais pour autant, tout ce qui est créé aujourd'hui n'est pas considéré comme contemporain. Vous voyez bien que moi, le simple fait que je pose mon bocal de pâte sur une étagère dans une galerie, eh bien, ça n'a pas rendu mon bocal de pâte par magie une œuvre contemporaine. Il aurait fallu que des gens soient d'accord pour considérer que j'avais commis un acte artistique fort en posant donc mon bocal de pâte sur l'étagère. Ça n'a pas marché, je n'ai même pas essayé, pour tout vous dire. Et quand on fait une petite bafouille dans son coin, voilà, ce n'est pas forcément contemporain parce que c'est créé aujourd'hui. Pour devenir contemporain, il faudra que ça soit inséré dans des réseaux qui vont le labelliser comme tel. Il faudra que des académies informelles, comme on dit en sociologie, se mobilisent pour faire exister l'œuvre comme œuvre contemporaine. Donc, la périodisation compte, mais n'est pas suffisante. Et puis également, on a vu que la périodisation n'est pas forcément quelque chose de radicalement obligatoire, puisque Marcel Duchamp, bien qu'ayant créé l'essentiel de son œuvre, les originaux, dans les années 1910,
est généralement considéré comme un artiste contemporain, que l'on fasse par ailleurs démarrer l'art contemporain en 1945 ou en 69-70. Okay, voilà, donc ce qui est très important, c'est vraiment de garder ceci à l'esprit. L'art contemporain est fondamentalement une question de convention et également, donc j'ai marqué cela ici, c'est ce que les économistes appellent les effets de bandwagon, donc le fait que des gens échangent l'information et des personnes vont suivre le mouvement ou ne vont pas suivre le mouvement. Alors, je reviens maintenant, après ce petit développement qui me semblait quand même nécessaire pour savoir de quoi on parle, eh bien, je vais vous parler donc des classements d'artistes et des premiers travaux en histoire de l'art, pour montrer qu'avant même que l'art contemporain n'émerge comme catégorie, les penseurs qui se sont intéressés à l'art ont voulu essayer de classer les artistes. Alors, vous savez probablement que le premier penseur qui a inspiré ce qui allait devenir plus tard l'histoire de l'art se constituait comme discipline en Allemagne au XIXe siècle, mais bien avant cela, on a des préalables, et le premier préalable à l'histoire de l'art apparaît en Italie, donc au XVIe siècle, avec Giorgio Vasari. Et donc Vasari, dans La vie des meilleurs peintres, sculpteurs et architectes, va évaluer le travail d'artistes, soit ses contemporains, soit d'artistes qui l'ont précédé, et il va essayer de juger la qualité du travail des peintres. Alors, il les juge, et c'est ça que je voudrais souligner, il les juge, mais il n'a jamais eu l'idée de les classer, et il n'a jamais eu l'idée même de quantifier le jugement porté sur leur travail. Donc ça, c'est la première étape, quand même, c'est Vasari qui va juger le travail des artistes. Et la deuxième étape, qui est plus intéressante pour nous ici, c'est donc Roger de Pile, donc un Français, qui, dans son cours de peinture par principe, qu'il a publié en 1708, va pour la première fois donc attribuer des notes. Alors, c'est quelque chose qui m'a fasciné également quand j'ai découvert les travaux de Roger de Pile. Il va prendre 4 critères, la composition, le dessin, le coloris et l'expression. Et pour chacun de ces critères, Roger de Pile, comme on le fait aujourd'hui dans le système d'enseignement français, dans le système d'enseignement secondaire ou dans le système d'enseignement supérieur, il attribue des notes entre 0 et 20. Donc 0, c'est catastrophique, et 20, c'est le top, c'est la meilleure note qui peut être attribuée. Donc il prend ces 4 critères, composition, dessin, coloris et expression. Il considère 57 artistes et sont notamment évalués les artistes suivants. Donc là, je vous ai fait une liste: Dürer, Holbein, Lebrun, Michel-Ange, Probus, Le Pérugin, Rembrandt, Raphaël, Rubens, Titien, Véronèse et Vinci. Alors il y a un point sur lequel je voudrais insister, c'est que ce qui est troublant, c'est qu'à la fois Roger de Pile a introduit la quantification pour évaluer le travail des artistes, donc il leur met des notes, mais il n'a jamais eu l'idée de calculer une note moyenne. Donc c'est moi, en tant qu'homme du XXIe siècle, qui ai eu l'idée de voir qu'est-ce que ça donne finalement si on calcule la moyenne des 4 notes et finalement quels seraient les plus grands artistes, puisqu'il a quantifié. Franchissons une étape supplémentaire et calculons la moyenne. Donc parmi ces artistes-là, lesquels, pensez-vous, ont des très bonnes notes et lesquels ont peut-être des notes moins bonnes. Alors vous allez voir que vous êtes probablement des survivants de la notation sévère quand on regarde les jeunes artistes, parce que regardez un petit peu les notes qu'attribue Roger de Pile, ou qu'il attribuerait s'il avait calculé des moyennes, aux artistes qui apparaissent dans cette liste. Dürer, 9, paf. Voilà, Holbein, 12, Lebrun, pas mal, Lebrun, 14, Michel-Ange, 9,25, très faible en coloris pour Michel-Ange. Vous voyez qu'il n'est pas tendre, hein, quand même. Probus, 7,75, Le Pérugin, mauvais en expression et en composition. Rembrandt, pas mal, 12,5, mais faible en dessin. Donc, élève Rembrandt, reprenez votre copie. Titien, 12,75, excellent en coloris, mais tellement faible en expression. Véronèse, 11, et Vinci, 12,25, ok, moyen, mais très faible en coloris. Donc vous voyez qu'il voilà, n'hésite pas, c'est quand même quelqu'un qui est assez sévère. Hein. Heureusement qu'il n'est pas comme professeur, parce que vous voyez que des artistes qui sont quand même considérés comme étant les plus grands ont des notes parfois pas terribles, quoi. Alors, qui sont les meilleurs artistes pour Roger de Pile? Eh bien, il y a 2 artistes qui sont premiers ex aequo, et pour lui, ce sont Raphaël et Rubens. Donc Raphaël et Rubens ont une note moyenne de 16,25. Voilà, donc vous voyez 2 artistes quand même extrêmement différents. Et alors je ne suis pas historien de l'art, je suis sociologue de l'art, mais je me dis que ça serait intéressant que des historiens de l'art s'emparent de ce type d'analyse pour comprendre pourquoi un critique, un analyste français du début du XVIIIe siècle pouvait porter ce type de jugement sur les artistes, soit ses contemporains, soit ses prédécesseurs. Donc le point sur lequel j'insiste, c'est vraiment que c'est moi qui ai calculé les moyennes et qui ai classé les artistes. Roger de Pile, c'est ça qui est étonnant, il a introduit la quantification et il n'a jamais eu l'idée de passer de la quantification au classement.
Alors le premier classement, en réalité, il est apparu en France, donc là c'est un cocorico que nous pouvons pousser tous ensemble ce soir, et c'est la revue Connaissance des Arts, donc vous connaissez probablement ce journal, ce magazine, qui a donc été créé en 1952, et pour la première fois en 1955, il publie un palmarès des artistes les plus importants dans le monde. Alors la méthodologie, elle est très floue. Il envoie donc le journal un courrier à des personnes en vue dans le monde de l'art contemporain de l'époque, donc voilà ce qui est considéré comme l'art contemporain à l'époque, et il leur dit, d'après vous, qui sont les artistes les plus importants. Les gens retournent leur courrier, à l'époque c'est même pas par courrier électronique, ils remplissent le petit questionnaire, ils collent leur timbre, et après la revue voit qui est apparu le plus souvent. Donc la méthodologie, elle est assez basique, hein, on identifie des directeurs de musées essentiellement, des conservateurs, et donc à 5 reprises, ils ont publié ce palmarès donc des créateurs les plus importants en 55, 61, 66, 71 et 76. Donc là, je ne développe pas, mais sachez qu'en général, les gens considéraient que les artistes vivants les plus importants de l'époque étaient Picasso et Warhol. Voilà. Donc vous voyez, en gros, ils faisaient quand même des choix qui n'étaient pas des choix complètement fantaisistes. Alors aujourd'hui, quand même, ce dont je vais vous parler davantage, ce sont donc les palmarès qui existent, et il y a 2 palmarès concurrents. Un palmarès qui est devenu assez secondaire parce qu'il a été doublé par l'autre, mais qui est le plus ancien. Et le palmarès le plus ancien, c'est donc le Kunstkompass. Pour ceux d'entre vous qui n'ont jamais fait d'allemand, Kunstkompass, ça veut dire la boussole de l'art. Et donc c'est la démarche qui était adoptée par un journaliste donc, qui s'appelait Willy Bongard, était donc d'essayer d'évaluer donc la reconnaissance des artistes. Alors les gens qui ne connaissent pas bien le Kunstkompass, mais qui en ont entendu parler, croient parfois que c'est un indicateur économique, mais pas du tout. Il n'y a rien d'économique dans le Kunstkompass. Le Kunstkompass, donc, je vais vous en parler un petit peu après, donc à l'instant, sur la méthodologie. Donc, il a été lancé par Willy Bongard en 70. Alors, ce qui est très troublant, c'est dès que l'art contemporain apparaît comme catégorie en 69-70, eh bien, immédiatement, on ressent le besoin d'évaluer la qualité du travail des artistes et de classer le travail des artistes. Donc, Willy Bongard, c'était un ami de Joseph Beuys, l'artiste conceptuel allemand, donc journaliste économique, mais qui baignait dans un environnement artistique. Et quand il est décédé, c'est sa veuve, Linde Rohr-Bongard, qui a pris la suite et qui, elle, a ensuite publié tous les ans ce palmarès des 100 artistes les plus visibles, les plus célèbres dans le monde, en les classant de 1 à 100. Donc il a été publié dans un journal qui s'appelait Capital, un journal allemand Capital mais avec un C, je ne sais pas pourquoi, puis dans Manager Magazine par la suite, et actuellement il est publié dans un magazine artistique, mais aujourd'hui il a pratiquement perdu toute visibilité, il n'a plus d'impact, d'accord? Et je vais vous expliquer pourquoi tout à l'heure. Donc pour le Kunstkompass, il y a 3 façons d'obtenir des points. D'abord avec les solo shows. Donc si vous avez un solo show au MoMA à New York, à la Tate Modern ou au Centre Georges Pompidou à Paris, comme ce sont les 3 musées les plus prestigieux dans le monde, eh bien le nombre de points que vous aurez sera maximal. D'accord? Et si vous avez un solo show, par exemple le musée d'art contemporain de Lyon, c'est un musée significatif, mais moins important, donc vous donnera un nombre de points, mais moins élevé que dans le cas précédent. Après, ce sont donc les group shows, donc les expositions collectives, et en particulier les biennales. Les grandes biennales vont donner un nombre de points élevé, mais comme c'est quand même moins important de figurer dans une grande biennale, le nombre de points que vous obtiendrez dans les meilleures biennales sera moins élevé que dans les plus grands musées. Alors bien entendu, c'est la Biennale de Venise et la Documenta de Kassel qui attribuent le plus grand nombre de points. Y participer va donner le nombre de points le plus élevé pour les expositions collectives. Et là encore, si vous participez à la Biennale de Lyon, vous aurez un nombre de points significatif, mais moins important. Et enfin, la 3e façon d'obtenir des points pour le Kunstkompass est si vous obtenez des recensions, des articles dans les 3 grandes revues d'art en particulier, qui sont Flash Art, Art in America et Art Forum. Donc à la fin de l'année, l'équipe de journalistes qui produit le classement recense toutes les occasions de visibilité dans des lieux stratégiques donc, qui ont été identifiés par la revue, ajoute le nombre de points et publie un palmarès qui va donc de 1 pour l'artiste le plus visible à 100 pour l'artiste les moins visibles parmi ces stars de l'art contemporain. Alors ce qu'il faut vous dire quand même, c'est comme l'équipe qui produit ce palmarès du Kunstkompass est allemande, eh bien il y a toujours un biais pro-germanique. Pourquoi? Parce qu'ils connaissent mieux la scène allemande qu'ils ne connaissent la scène américaine ou qu'ils ne connaissent la scène française. Et puis également, le taux de renouvellement d'une année à la suivante, il est très faible. Pourquoi? Bien, pour une raison logique. Si on est un artiste très en vue une année donnée, il y a peu de chances qu'on disparaisse complètement l'année d'après. Alors ça, c'est vrai dans tous les secteurs, mais c'est vrai en particulier dans les arts visuels.
Donc là, je vous ai pris la capture d'écran. Donc en 2014, qui étaient les artistes les plus en vue? Donc là, je vous ai montré comment apparaît le Kunstkompass. Et puis pour les 50 artistes suivants, cela donne ça. Alors, en 2003, 2008 également est apparu, donc en 2 temps. 2003, l'algorithme qui remonte donc à 1999 est créé. Un algorithme, donc c'est une formule mathématique, a été créé. Et à partir du moment où ce classement, donc, qui est le classement d'Artfax, donc Artfax, c'est un site internet, artfax.net, auquel vous pouvez vous connecter. Et alors maintenant, une grande partie est payante. Pendant plusieurs années, c'était gratuit en grande partie. Un algorithme recense donc aujourd'hui 400 000 artistes dans le monde. Alors ce qui est très troublant, c'est même moi parfois, j'ai des doctorants qui ont une pratique artistique très peu développée et qui apparaissent dans le classement d'Artfax. Donc le classement d'Artfax, il recense 400 000 artistes dans le monde donc, en 2014, et parmi ces 400 000 artistes, il y en a 100 000 qui sont classés. Donc vous voyez que c'est vraiment quelque chose d'énorme, une base de données énorme, extrêmement internationale, et c'est vraiment donc, un palmarès qui fonctionne sur le principe des big data. Donc vous avez des instances qualifiantes dont je fais figurer la liste donc, sur l'écran, et vous voyez que, alors eux, ils sont complètement obsessionnels, ils essayent de traquer la moindre occasion de visibilité, et à chaque fois, donc chacune de ces occasions de visibilité, alors là vous voyez qu'il y a une grosse différence également par rapport au Kunstkompass. Je vous ai dit que le Kunstkompass ne traitait pas du tout d'occasions marchandes, il n'était attaché qu'à la visibilité institutionnelle et dans les revues. Et là, vous voyez que c'est un mix entre les occasions donc, liées au marché et les occasions liées aux institutions. Et donc là, c'est beaucoup plus englobant. Le Kunstkompass fonctionne sur quelques centaines d'institutions ou d'occasions de visibilité. Là, ça fonctionne sur des milliers, des dizaines de milliers, des centaines de milliers d'occasions. Ils vont même jusqu'à prendre des festivals, des associations à but non lucratif. Et comment il fonctionne? Eh bien, l'algorithme considère qu'une institution ou une occasion est d'autant plus qualifiante qu'elle représente des artistes très reconnus. Et à l'inverse, ça fonctionne en miroir, donc logiquement, ça peut sembler un petit peu étonnant, eh bien, le poids de chaque institution dépend de la notoriété des artistes qu'elle expose. Alors vous voyez que c'est un peu troublant au premier abord, mais tous, nous savons ici que qu'est-ce que c'est qu'un artiste star, qu'est-ce que c'est qu'un artiste très important? Eh bien, c'est un artiste qui est exposé dans les grandes institutions. Et qu'est-ce que c'est qu'une grande institution? Eh bien, c'est une institution qui réussit à consacrer de grandes expositions aux artistes importants. D'accord? Donc ils procèdent de cette façon-là. À la fin de l'année, ils le font, mais ils le font également toutes les semaines. L'algorithme est réactualisé et l'algorithme donc fait évoluer le rang des artistes semaine après semaine, sachant que là encore, il y a une assez forte inertie dans le temps, puisqu'on passe rarement d'une faible visibilité à une visibilité maximale en l'espace d'une semaine ou en l'espace même d'un mois. On voit des évolutions qui sont beaucoup plus progressives. Et là encore, le taux de renouvellement est très élevé. Je vous ai donné un exemple, 91%, mais c'est beaucoup plus souvent un taux de renouvellement de 2-3% simplement d'une année à la suivante parmi les 100 artistes les plus en vue. Alors quel crédit est prêté au palmarès en art contemporain dans le monde social de l'art? Alors ce qui est assez troublant, c'est quand j'ai fait des entretiens en tant que sociologue, je demandais aux gens, mais alors les palmarès, qu'est-ce que vous en pensez? Et systématiquement, les gens me disent les palmarès c'est n'importe quoi, on n'y croit pas. Voilà, c'est pas sérieux, c'est pas. Et en même temps, ce qui est très troublant, c'est qu'en situation, on voit qu'ils n'ont pas tout à fait le même rapport au palmarès. Alors là, j'ai fait par exemple, pour illustrer cela, je vous ai pris 2 exemples. Alors la dénégation, elle est quasi systématique, tout le monde dit les palmarès, c'est n'importe quoi. Et là, donc j'ai fait un entretien avec un galeriste star, je peux même vous dire qui c'était Tadeusz Ropak, donc un galeriste, le meilleur galeriste que l'on ait en France aujourd'hui, le plus important, avec une liste d'artistes absolument impressionnante. Et quand je posais donc à Tadeusz la question, je lui disais, mais alors les palmarès, qu'est-ce que vous en pensez? Il me répond, les critères pour juger les artistes, c'est ridicule. Le Kunstkompass est le pire des classements. Cette femme ne comprend rien à l'art. Même les plus petits, les plus provinciaux des centres d'art en Allemagne sont considérés importants et entrent en compte dans le classement. Ce n'est pas sérieux. Le Kunstkompass, c'est vraiment une chose tellement stupide. Lui, il était un bon journaliste, mais elle ne comprend vraiment rien. Alors vous voyez bien que si on s'en tient à la lettre de ce qu'il dit, eh bien on peut dire, il n'y croit pas. Mais si on adopte un regard un tout petit peu plus distancé par rapport à ce qu'il dit, eh bien, on se rend compte qu'il s'est quand même intéressé de très très près à ce que sont les palmarès et à ce qu'est le Kunstkompass en particulier. Il sait que c'est une femme qui, à l'époque où j'ai fait l'entretien, s'occupait, et encore aujourd'hui, s'occupe du Kunstkompass. Il sait qu'avant elle, c'était un homme. Il sait que ce sont des journalistes. Et il sait qu'il y a un biais en faveur de l'Allemagne. Donc, en même temps, il vous dit « je n'y crois pas », et en même temps, il vous explique très précisément qu'il a passé du temps très sérieusement à étudier le palmarès.
Donc si je pensais vraiment que c'était sans intérêt aucun, il n'aurait probablement pas fait un effort aussi important. Et puis l'autre exemple, pour celles et ceux d'entre vous qui s'intéressent aux sciences sociales, eh bien, c'est une observation en action avec un galeriste à Dubaï. Je fais un entretien avec le galeriste pendant 1h30, 2 heures. On parle des artistes, donc je lui demande qu'est-ce que vous pensez des palmarès. Il me dit c'est n'importe quoi les palmarès, je n'y crois pas. D'accord, donc moi je l'écoute, je l'enregistre avec son accord en tant que sociologue. Et puis à la fin, il me dit bon écoute Alain, là, donc tu m'as expliqué que tu es non seulement sociologue, mais que tu es également journaliste et critique d'art. Est-ce que tu as des artistes que tu pourrais me recommander pour ma galerie? Et je lui donne 1 ou 2 noms. Et là, qu'est-ce que je vois? Il s'installe devant son ordinateur et il se connecte à Artfax et il regarde le rang de l'artiste. Après m'avoir dit qu'il n'y croyait pas. Et alors, il le commente et il me dit, mais là, tu m'as dit que cet artiste est un artiste vraiment de qualité, mais son rang est vraiment très faible. Alors, je lui explique pourquoi. Il me dit, ah oui, alors d'accord, je comprends mieux. Son galeriste principal est un galeriste très âgé à Paris, qu'il ne défend pas très bien. Donc, effectivement, j'aurais pu m'attendre à ce qu'il ait un meilleur rang, mais finalement, son rang est faible. Et donc, ça, j'étais complètement sidéré. Et donc, je me disais, mais finalement, ce qu'on obtient comme information dans le cadre de l'entretien peut être très différent de l'information que l'on va obtenir lorsqu'on fait véritablement de l'observation de terrain. Alors également, l'autre facteur très troublant, c'est que même si les gens vous disent les palmarès c'est n'importe quoi, eh bien vous voyez qu'avec la liste qui apparaît à l'écran à l'instant, j'ai trouvé une multitude de palmarès, une quinzaine de palmarès qui existent, et même ce qui m'a complètement surpris, c'est qu'il existe des palmarès d'œuvres. C'est-à-dire qu'il y a des gens qui s'amusent à intervalles réguliers à classer les 50 œuvres les plus marquantes de l'art contemporain, ou les 50 œuvres les plus marquantes produites au cours des 5 dernières années, par exemple. Donc on voit bien qu'on est rentré dans une logique en art contemporain de classement permanent, d'évaluation permanente pour réduire l'incertitude sur ce qu'est l'art contemporain. Alors pour finir, je vais vous présenter donc justement qui sont ces superstars de l'art contemporain. Et puis comme je suis sociologue de l'art, je suis devenu sociologue de l'art et des arts visuels en particulier parce que j'aime bien l'art contemporain et les œuvres en particulier. Et donc à chaque fois, je vais illustrer et je vais vous montrer donc 2 palmarès. Le palmarès donc du Kunstkompass et le palmarès du classement d'Artfax pour voir qui sont les artistes. Et à chaque fois, je vais commenter sommairement les caractéristiques principales de ces artistes. Et vous allez voir que c'est très éloigné de ce que l'on pense spontanément, généralement, quand on pense à l'art contemporain. Donc, qui sont ces artistes stars? Alors, les 10 premiers artistes au monde, selon Kunstkompass, en 2011, donc là, carrément, les superstars de l'art contemporain. Donc, pour le Kunstkompass en 2011, l'artiste numéro 1 est Gerhard Richter. Donc Gerhard Richter, vous connaissez sans doute son travail, qui est un travail considérable, mais bon, quand même un travail très peintre, parfois un peu de sculpture, de la peinture en 3 dimensions, mais quand même essentiellement très peintre, réflexion sur la peinture, sur la représentation, sur la figuration. Et donc Gerhard Richter, vous voyez donc que c'est un homme, qu'il est allemand et qu'il a 86 ans. D'accord, donc ça c'est numéro 1. Numéro 2, Bruce Nauman. Donc Bruce Nauman, encore un homme, cette fois-ci il est américain et il a 76 ans. Alors ce qui est très troublant, c'est souvent les gens pensent que l'art contemporain c'est associé à la jeunesse, voilà, que c'est bon d'être jeune en art contemporain. Oui et non, pour faire le buzz, on a besoin des petits jeunes, etc. Mais pour accéder aux positions les plus en vue, eh bien, il existe tout un cursus honorum qui mène à ces positions et il faut enchaîner des expositions dans des endroits toujours plus importants, avec une reconnaissance toujours plus élevée. Et donc c'est pour ça que vous voyez que par exemple notre numéro 1 et notre numéro 2, donc plus de 80 ans et plus de 70 ans. Numéro 3, Georg Baselitz. Donc Georg Baselitz, vous connaissez tous ce travail justement là encore, également sur la figuration, la non-figuration. Vous voyez là, les 2 militaires avec les casquettes, les têtes dans le bas, mais bien entendu, c'est le bon sens dans lequel il faut regarder Baselitz. Donc encore avec Baselitz, on a encore un homme, on a encore un Allemand et 80 ans. Numéro 4, Cindy Sherman. Voilà, donc Cindy Sherman, c'est une femme, mais elle est américaine. Et donc vous allez voir qu'on a très peu de femmes parmi les superstars. Donc si vous êtes une femme, eh bien, il vaut mieux être américaine ou allemande. Voilà, pour compenser le handicap d'être une femme. Voilà. Et donc, vous voyez que ce qui est aussi assez troublant, c'est que très souvent, dans le monde de l'art contemporain, on vous dit que Cindy Sherman, elle est jeune. Elle a 64 ans. Hein, voilà. Mais dans le monde de l'art contemporain, parmi ces artistes très en vue, 64 ans, c'est relativement jeune. Dans la plupart des univers professionnels, 64 ans, vous êtes près de la retraite. Eh bien, pour les artistes les plus en vue, c'est pratiquement le moment où les perspectives s'ouvrent de façon plus large. Numéro 5, Hansen Kiefer. Donc Kiefer qui est un homme encore, allemand encore, 73 ans.
Alors, il vit en France aujourd'hui, mais quand il s'est installé en France, Anselm Kiefer était déjà très consacré par les académies informelles, et notamment les académies informelles allemandes. Numéro 6, Rosemarie Trockel. Donc là encore, c'est une femme, et comme je vous le disais tout à l'heure, c'est une femme, mais elle est allemande, comme Cindy Sherman est une femme, mais elle est américaine, et là encore, elle a 65 ans. Numéro 7, Richard Serra. Donc, encore un homme, encore un américain, 79 ans. Ah oui, là encore, c'est très récurrent. Alors lui, je l'adore, bien entendu, c'est Olafur Eliasson, puisqu'on a le même âge à un an près, et tout le monde dit « mais il est jeune, il est jeune, il est jeune, Olafur Eliasson ». Voilà, donc je me dis bah, « oui, mais enfin, quand même, on se calme. Il a quand même 51 ans, donc c'est jeune, mais c'est quand même pas si jeune. Et vous trouvez ça horriblement vieux. Voilà, donc je vois bien. Voilà, donc Olafur Eliasson, un homme danois. Alors, il est danois. Est-ce que vous pensez qu'on peut devenir une superstar internationale en vivant au Danemark? Alors, parfois même, on nous le vend, Olafur Eliasson, comme un artiste islandais, parce que son nom est islandais, ses parents étaient islandais, lui est né au Danemark, mais enfin bon, ça serait quand même très dur de développer une carrière réellement internationale en étant inséré dans les bons réseaux en vivant au Danemark. Donc Olafur Eliasson, son studio est installé, selon vous, dans quelle ville? Pas très loin donc, de Copenhague géographiquement, mais quand même dans une ville beaucoup plus porteuse en termes d'accès aux grands réseaux internationaux. Donc le studio de Olafur Eliasson, il est installé à... Ouais. À Berlin. D'accord? Ah oui, donc apparemment, il semble très différent de ces vieux artistes allemands que je vous ai présentés auparavant, Gerhard Richter, Anselm Kiefer, Georg Baselitz, mais voyez bien que c'est essentiellement en apparence qu'il est donc soit islandais, soit danois, et qu'il est véritablement porté par la scène berlinoise. D'accord? Le numéro 9 était Mike Kelly, donc Mike Kelly qui était décédé cette année-là, donc encore un homme américain, et donc qui est décédé en 2011 à 58 ans. Et alors le numéro 10, je trouve que c'est un exemple très parlant, parce que William Kentridge, là encore, est un homme. Alors très étonnamment, il est donc le seul artiste de l'hémisphère sud. On voit bien que jusque-là, tous les artistes étaient des artistes situés dans l'hémisphère nord, mais on n'en prenait pas vraiment conscience. Donc il a 63 ans, donc il est un peu plus jeune que les autres, mais surtout, ce qu'il révèle en négatif, William Kentridge, c'est bien qu'il soit sud-africain, il est blanc. Parce qu'effectivement, jusque-là, on n'avait pas du tout conscience que nos artistes superstars, dans un monde de l'art contemporain qui se prétend extrêmement accueillant pour la diversité, eh bien, tous nos artistes, et c'est le cas également de William Kentridge, est un artiste donc d'origine européenne. D'accord? Même s'il est sud-africain, même s'il vit dans l'hémisphère sud, on voit bien que parmi les 10 premiers, aucun artiste d'origine asiatique, aucun artiste d'origine africaine, à part William Kentridge d'origine africaine, géographique, mais d'origine européenne, ethnique. Donc voilà, c'est quand même beaucoup moins ouvert que ce qu'on pourrait penser. Alors ce qui m'a intéressé également, c'est de comparer donc ce classement des 10 artistes les plus en vue pour le Kunstkompass pour une même année avec le classement qui nous était donc proposé par Artfacts. Donc je vous ai expliqué rapidement que la méthodologie est totalement différente. Je vous ai expliqué qu'il y a un biais pro-germanique très accentué dans le cas du palmarès du Kunstkompass et pas dans le cas du palmarès d'Artfacts. Et donc la question que je me posais, c'est, mais finalement, est-ce qu'on va obtenir, tout au sommet de la hiérarchie, pour savoir si ces classements ont une forme de pertinence ou non, est-ce qu'on va obtenir une réalité assez proche ou est-ce qu'on va obtenir des choses radicalement différentes? Donc je vous laisse la surprise et je vous montre ça tout de suite. Donc numéro 1, donc maintenant ça c'est le deuxième palmarès que je vais vous présenter. Donc le palmarès d'Artfacts, eh bien numéro 1, Bruce Nauman. Tout à l'heure, Bruce Nauman était numéro 2. Numéro 2, Gerhard Richter. Tout à l'heure, Gerhard Richter était numéro 1. Donc, méthodologie totalement différente. Pour autant, c'est quand même très troublant. Alors, peut-être que ça va changer un peu après. Numéro 3, Cindy Sherman. Elle était numéro 4, elle se retrouve numéro 3. Alors là, du changement quand même, mais pas tant que ça. Puisqu'on trouve Ed Ruscha. Donc Ed Ruscha, je ne sais pas pourquoi ça se prononce Ruscha alors que ça s'écrit Russia. Donc Ed Ruscha, on ne l'avait pas dans la précédente liste parmi les 10 artistes les plus en vue, il était un peu plus bas, mais c'est un homme et il est américain et il a 75 ans. C'est-à-dire que quand on évacue certains artistes de la liste précédente qui avaient ce fort biais pro-germanique, eh bien on n'ouvre pas le jeu comme on aurait pu s'y attendre en direction d'artistes chinois, d'artistes thaïlandais, d'artistes du Bhoutan, d'artistes du Zimbabwe. Ce sont essentiellement les artistes américains et des artistes américains hommes blancs âgés qui s'emparent des positions qui deviennent plus ouvertes parce que les Allemands sont moins présents.
en raison de la méthodologie qui est moins donc, favorable avec ce biais pro-germanique que j'avais évoqué. Numéro 5, exactement pareil, John Baldessari, donc encore un homme américain, et là 87 ans. Numéro 6, Georg Baselitz, donc on l'avait tout à l'heure dans le top 10. Numéro 7, Lawrence Weiner. Donc Lawrence Weiner, encore quelqu'un qui n'était pas dans la liste précédente, mais qui est encore un homme blanc américain de 76 ans. Numéro 8, Thomas Ruff, donc lui qui, bien qu'il soit allemand, était un peu plus bas dans la liste précédente, et là qui monte, mais encore un homme allemand de 60 ans. Numéro 9, William Kentridge. Et numéro 10, devinez qui? Olafur Eliasson. Voilà, donc vous voyez que c'est quand même extrêmement troublant. Si on compare nos deux listes, on voit qu'on a des méthodologies très différentes, mais qu'on obtient plus ou moins des classements similaires. Donc il y a vraiment une très très forte présence des mêmes artistes qui trustent toutes les positions très en vue dans les très grands musées, et que ces artistes, eh bien, ils ont des caractéristiques communes, sont essentiellement des hommes. Vous avez vu que dans la seconde liste, on a quand même moins de femmes, on n'en a plus qu'une, on n'a plus que Cindy Sherman, et ce sont des artistes âgés, et des artistes blancs, et des artistes essentiellement américains ou allemands. Alors, et aujourd'hui, alors là, j'ai pris l'année 2011 parce qu'il était plus facile de comparer, d'accéder donc au Kunstkompass et de comparer le Kunstkompass et le classement d'Artfacts. Eh bien, vous voyez ici que les choses ont peu changé, puisque aujourd'hui, on a en numéro 1 Bruce Nauman, en numéro 2, donc là c'est le classement d'Artfacts de 2017, donc j'ai pris le plus récent publié par le Journal des Arts, en numéro 3 Cindy Sherman, en numéro 4 John Baldessari, en numéro 5 Ed Ruscha, en numéro 6 Lawrence Weiner, en 7 Thomas Ruff, en 8 Georg Baselitz, en 9 Rosemarie Trockel, et là la seule différence c'est Francis Alice qui a beaucoup monté dans le classement par rapport à l'époque, par rapport à il y a 6 ans, mais vous voyez que globalement les choses changent assez peu, alors c'est assez logique. Vous voyez bien que par exemple si on prenait un exemple qui est plus parlant probablement à tout le monde, hors des amateurs d'art contemporain. Si vous prenez par exemple les chanteuses de pop les plus en vue, les plus célèbres, eh bien, et si on demandait aux gens qui sont les chanteuses, même si on ne croit pas au palmarès, même si on pense que les palmarès ne sont jamais extrêmement scientifiques, eh bien, vous voyez qu'on se mettrait relativement les plus importantes, vous voyez bien qu'on se mettrait assez facilement d'accord. Parmi les chanteuses pop les plus importantes, vous auriez Madonna, même si elle ne fait plus grand-chose depuis plusieurs années, Beyoncé, Rihanna, Lady Gaga, et puis, je ne sais pas, vous pourrez en ajouter Shakira pour le monde latino, mais bien que finalement, même comme ça, en fonctionnant un petit peu au doigt mouillé, quand les gens sont des superstars, quelle que soit la méthodologie que l'on met en œuvre, eh bien, le haut du classement, finalement, c'est un haut du classement qu'on réussit à objectiver par des méthodes inspirées des sciences sociales, mais qui sont mises en œuvre donc dans un cadre indigène, un cadre profane, mais qui nous donne une réalité qui finalement est une réalité assez peu discutable. Alors, le point sur lequel je voudrais finir maintenant, ce sont effectivement quelques cas d'artistes non états-uniens et non allemands, mais qui sont des stars de l'art contemporain malgré tout. Alors, par exemple, on avait des artistes auxquels vous allez penser forcément, comme Marina Abramović. Alors, Marina Abramović, bien entendu, vous la connaissez tous, vous la connaissez toutes. Donc, Marina Abramović, là, avec Ulay, quand elle a eu sa grande rétrospective The Artist is Present au MoMA il y a quelques années. Et donc, Marina Abramović, elle nous est tout le temps présentée comme une artiste serbe. Hein, mais Marina Abramović, elle devient folle. J'ai fait plusieurs très longs entretiens avec elle, et donc elle me dit, moi je suis absolument pas serbe. Elle me dit, moi j'étais à l'origine yougoslave, mais l'histoire de la Serbie, c'est une histoire qui ne me concerne pas. J'étais parti depuis très longtemps, quand la Yougoslavie a éclaté, et qu'une partie de la Yougoslavie, celle où je suis né, est devenue la Serbie, mais je ne suis absolument pas serbe. Donc vous savez peut-être également qu'elle a développé toute une partie de sa carrière aux Pays-Bas, en voyageant beaucoup, mais à une époque, en particulier les années 70, où les Pays-Bas étaient encore une scène relativement importante pour la création artistique contemporaine, et puis qu'elle a véritablement explosé à l'échelle internationale quand elle s'est mariée, donc il y a à peu près 7-8 ans, et Marina Abramović a épousé un Italien. Son mari ne voulait pas venir vivre, elle m'a expliqué ça voilà, très facilement, ne voulait pas venir vivre aux Pays-Bas, elle n'avait pas envie d'aller vivre en Italie, et ils sont allés s'installer aux États-Unis, à New York. Et donc la carrière de Marina Abramović a encore plus décollé parce qu'elle était au véritable cœur du marché et du monde de l'art contemporain. L'autre exemple également voilà, auquel on pourrait penser, Henri Sala, donc là je passe au troisième. Vous savez peut-être qu'Henri Sala, il est régulièrement présenté comme albanais. Il a représenté la France à la Biennale de Venise il y a 5 ans, si je me souviens bien. Et donc Henri Sala
migré d'Albanie en France quand il a fait ses études et il a donc créé en France pendant des années. Et puis à un moment, il s'est rendu compte que sa carrière avait tendance un petit peu à freiner et donc il est allé s'installer dans un endroit plus porteur. Yann Rissala est allé s'installer à Berlin. Voilà, donc les choses. Alors les époux Kabakov également, j'aime beaucoup donc le cas de Ilya et Emilia Kabakov, puisque les critiques nous expliquent souvent que personne mieux que les époux Kabakov n'exprime l'âme slave, et en forçant à peine le trait, les époux Kabakov ils sont à peu près aussi russes que moi. Donc les époux Kabakov, ils sont nés bien entendu en Ukraine. Après, donc Ilya Kabakov a migré donc à l'époque à Moscou, mais ça fait maintenant près de 30 ans qu'ils vivent à New York, à Brooklyn. Mais évidemment, toute leur œuvre se réfère à la dimension russe. Ils ont complètement exploré, on va dire, ce filon, et donc ils ont été construits comme artistes hyper russes, mais c'est pas possible d'être un artiste star si on est installé en Russie aujourd'hui. Je suis allé il y a un an, au mois de février, donc donner des cours pendant une semaine à l'université à Moscou. Je vous assure que la scène russe, elle est extrêmement, extrêmement faible. C'est pas du tout une scène porteuse. Donc les Kabakov ont réussi à faire une carrière tout à fait estimable, une carrière assez brillante, mais aussi parce qu'ils étaient portés par la scène états-unienne et pas du tout par la scène russe, par la scène moscovite en particulier. Bon, on a déjà parlé d'Olafur Eliasson, donc qui est un faux artiste danois et a fortiori encore plus un faux artiste islandais et qui est fondamentalement un artiste allemand. Mais l'exemple que je préfère parmi tous, c'est bien entendu Rirkrit Tiravanija. Alors avec un nom pareil, on se dit voilà, Rirkrit Tiravanija, il vient d'où? Eh bien, Rirkrit Tiravanija, il est né en Argentine, mais il est d'origine thaï. Voilà, donc il est thaïlandais par la nationalité et il est argentin de naissance. Alors vous dites, mal barré quand même, pour faire carrière comme artiste international, ça va pas être facile pour lui. Et Rirkrit Tiravanija est devenu un artiste star. Alors je vous rassure et je vous explique, Rirkrit Tiravanija, il est installé dans 2 pays, dans 2 villes, et là je vais vous montrer donc, que la transmission de pensée existe, puisque là je vais essayer donc, de faire rentrer dans vos esprits les 2 pays et les 2 villes où Rirkrit Tiravanija, donc artiste star international, est installé, et donc j'en vois certains d'entre vous qui sourient parce qu'effectivement ils ont compris donc, où Rirkrit Tiravanija vit, et donc il n'y a pas de mystère, effectivement Rirkrit Tiravanija vit entre les États-Unis et l'Allemagne, et Rirkrit Tiravanija est installé dans 2 villes, New York et Berlin. Voilà, donc c'est pour vous montrer qu'aujourd'hui, le monde de l'art contemporain international veut croire en l'idée de la globalisation. Alors certes, il y a des phénomènes, ce n'est pas pour dire que le monde est complètement statique, il y a des phénomènes qui ont joué, par exemple l'irruption des artistes chinois sur le marché à partir de 2007, mais les artistes chinois ont été très intégrés sur le marché, beaucoup moins au niveau des institutions. Et le problème, c'est quand on voit justement des artistes d'origine asiatique, lorsque l'on voit dans les expositions des artistes d'origine africaine, ils sont tellement atypiques qu'on a l'impression qu'ils sont partout. On a tendance à les surreprésenter. Et ce que l'on ne voit pas, en fait, c'est tout l'environnement qui baigne notre regard de façon assez systématique, à savoir tous ces artistes qui continuent aujourd'hui à être des artistes, donc des hommes essentiellement, quand même, il faut le dire, voilà, parce que c'est une tendance extrêmement forte, et puis des artistes d'origine européenne, et en particulier 2 nationalités extrêmement fortes, qui sont donc les Américains et les Allemands. Un peu plus loin, quand même, il y a les Britanniques, et puis après, on trouve effectivement les Français et les Suisses, et encore un peu plus loin, les Italiens. Vous voyez, c'est un monde qui est extrêmement hiérarchisé. On veut tous croire qu'en fait, la seule chose qui compte, c'est le talent de l'artiste, que la seule chose qui compte, effectivement, c'est la façon dont il ou elle va s'exprimer. On aimerait croire également qu'il n'y a plus de discrimination aujourd'hui dont seraient victimes en particulier les femmes. Et dès que l'on adopte une perspective sociologique, dès que l'on essaye d'objectiver la réalité, eh bien on se rend compte qu'il existe des phénomènes extrêmement inégalitaires, à la fois sur le marché de l'art et dans le monde des institutions, alors qui ne sont pas forcément toujours tout à fait identiques. Je viens de le souligner pour les artistes chinois, par exemple, et puis également pour les femmes. Pour les femmes, la situation aujourd'hui est une situation qui est encore peu enviable au niveau des institutions. Si vous regardez les grandes institutions, elles ont souvent beaucoup de réticence à présenter les artistes femmes à égalité avec les artistes hommes. Mais donc, en général, j'ai là encore essayé d'évaluer la part des femmes
il y a quand même un plafond de verre qui se situe aux alentours de 20-25% de femmes. Donc vous voyez que c'est quand même très inégalitaire, puisque dans les écoles d'art, on considère en général qu'il y a à peu près parité entre les étudiants, les garçons, et les étudiantes, les filles. Donc la situation devient après beaucoup moins favorable aux femmes lorsqu'on se situe au niveau des expositions dans les institutions, mais au niveau du marché, les choses sont encore bien plus difficiles pour les femmes, puisque dans les ventes aux enchères, les artistes femmes, parmi les artistes les plus chers, les artistes donc, dont les œuvres suscitent le plus de demandes au niveau du marché, eh bien, les femmes ne représentent guère que 10%. Donc là encore, il y a des phénomènes inégalitaires qui sont extrêmement forts et qui le plus souvent ne sont pas du tout identifiés. On commence à s'intéresser un petit peu davantage au sort des femmes, mais on voit bien que, alors qu'on s'y intéresse depuis maintenant plusieurs années, leur situation n'est pas du tout réglée. Voilà, donc je vais finir là-dessus, puis bien entendu, j'attends avec impatience vos questions, vos objections, vos interventions, vos remarques, et je me tiens donc à votre disposition pour essayer d'y répondre. Je vous remercie. Et je laisse Marina Abramovic vous inspirer. Ne soyez pas timide. Bonjour. Au tout début, vous avez parlé du Kunstkompass, et c'était d'abord un homme et ensuite une femme qui a travaillé sur cette sélection, ce palmarès. Et après, vous avez interviewé une personne qui a dit, vous avez dit, cet homme vous a dit à vous, je connais très bien le classement et je le respecte pas. Et pourtant, dans tout ce qu'il dit, c'était un peu, ça semblait un petit peu du cliché de dire. Oui, lui, il était très bien, mais elle travaillait très mal. Enfin, j'ai pas trop compris. L'idée était que, à la fois, il considérait que ce n'est quelque chose qui n'est absolument pas crédible, ce palmarès, ce classement, mais en même temps, il avait une telle connaissance des défaillances potentielles ou des défaillances qui sont en général critiquées lorsqu'on s'intéresse à un instrument, qu'il montrait bien qu'il avait accordé une véritable attention. Et finalement, quand on sait d'entrée de jeu que quelque chose n'est pas intéressant, on ne va pas accorder autant d'efforts à comprendre quelles sont les défaillances de l'instrument. Donc lui, voilà, il était arrivé à ce résultat, mais il avait quand même passé beaucoup de temps, et il ne disait pas initialement, c'est parce que j'ai consacré autant de temps et parce que j'ai véritablement considéré les résultats que je sais que ce n'est pas quelque chose de très fiable. Donc c'est ça l'idée que je voulais faire passer, à savoir, au premier abord, on peut considérer qu'il ne s'y intéresse pas parce qu'il ne s'intéresse pas aux résultats, mais on voit qu'il a vraiment passé beaucoup de temps, beaucoup d'énergie à essayer de comprendre quelles sont les faiblesses de cet instrument. Bonjour, moi j'ai une question. Au tout début, vous parliez par rapport aux œuvres d'art contemporain et de pas art contemporain. Enfin, nous, dans ces cas-là, si on fait pas de l'art contemporain ou de l'art en général, on fait quoi? Alors on fait autre chose. Est-ce que c'est de l'art contemporain? Vous voyez bien que tout l'enjeu pour les étudiants quand ils sortent des écoles, ou quand ils sont même parfois encore dans les écoles, c'est d'essayer de s'intégrer, s'insérer dans des réseaux, c'est essayer d'attirer l'attention de leurs enseignants, attirer l'attention effectivement des galeristes, des collectionneurs qui peuvent passer, mais sinon c'est ce qui est fait aujourd'hui. Mais est-ce que c'est de l'art, est-ce que c'est pas de l'art? Vous voyez que dès que c'est montré dans une galerie, dès que c'est montré dans une institution, c'est labellisé, c'est certifié comme étant de l'art. Et donc là, il y a des portes à franchir. Il y a ce qu'on appelle en sociologie des gatekeepers, il y a des gens qui tiennent la barrière et qui vont faire que c'est pas autodéclaratif. Dire je suis artiste aujourd'hui, c'est pas si simple. Pour être un vrai artiste, alors être artiste oui, mais être un vrai artiste contemporain, c'est quelque chose qui doit faire l'objet d'un accord et qui fait l'objet de la reconnaissance par autrui. On ne peut pas s'autoproclamer artiste contemporain, c'est pas suffisant. Il faut également réussir à attirer l'attention des gens qui vont vous labelliser comme on dit en sciences sociales, vous labelliser comme tel. Ouais. Moi j'avais une question par rapport à l'insertion des femmes, que ce soit dans les classements ou aussi dans les collections publiques, enfin leur accès en gros à la notoriété.
Et je voulais savoir, en tant que sociologue, critique d'art, est-ce que vous pensez que l'impulsion, cette impulsion-là, elle doit être donnée d'abord du public, d'abord du privé, ou d'où est-ce qu'elle doit venir? Parce que je me suis renseignée et chacun se jette un petit peu la pierre, en fait. C'est une bonne question. On peut dire, oui, par exemple, que c'est difficile de jeter la pierre aux galeries, aux structures commerciales, puisqu'elles, après tout, leur finalité, c'est de dégager des profits, des bénéfices, etc. Donc on peut difficilement attendre d'elles qu'elles viennent corriger des phénomènes, si ce n'est effectivement par civisme. Alors, le civisme, là, serait partagé entre tout le monde. En revanche, pour ce qui est des institutions, comme les institutions, elles fonctionnent avec de l'argent public, on peut considérer que pour elles, la dimension citoyenne devrait être complètement intégrée dans leur programmation et qu'elles devraient se dire, finalement, est-ce qu'on est amené, est-ce qu'on doit agir de façon telle qu'on reproduit des inégalités qui perdurent au niveau donc, du monde de l'art, ou est-ce qu'on n'est pas là, justement, puisqu'on fonctionne avec de l'argent public, est-ce que notre tâche ne serait pas de corriger une situation qui est fondamentalement inégalitaire en défaveur des femmes? Alors quand même, il y a un facteur qui peut quand même jouer actuellement, c'est que les femmes ont fait l'objet d'un tel mépris ou d'une telle indifférence de la part du marché et des institutions qu'on voit des phénomènes de rattrapage. Alors, et encore, j'insiste, si on insiste sur la tendance, on voit un rattrapage, ça ne veut pas dire quand même qu'aujourd'hui les femmes dépassent les hommes, on en est très loin. Mais quand même, aujourd'hui, les femmes sont moins marginalisées qu'elles l'étaient il y a donc, par exemple, une dizaine d'années. Et on voit aux États-Unis, quand on regarde, je vais très souvent en Amérique du Nord, et lorsqu'on regarde la programmation des grands musées, des grandes institutions, que de plus en plus, le MoMA expose des artistes femmes. Mais ce qui est assez inquiétant, c'est que la France est à la traîne. Alors, c'est-à-dire qu'eux, maintenant, jouent le jeu de corriger l'inégalité flagrante qui était en défaveur des femmes, et la France n'a pas encore pris la mesure de l'engagement qui doit être l'engagement des grands musées. Vous allez aux États-Unis, par exemple, rien comme MoMA, depuis quelques années, ils ont montré Adrian Piper, ils ont montré Yoko Ono, ils ont montré donc Marina Abramovic, bien sûr, ils ont montré Ligia Clark, même une artiste brésilienne. Vous voyez, donc comme ça, je peux vous donner comme ça de mémoire 4-5 artistes, alors qu'en France, dans les espaces principaux du centre Georges Pompidou, il n'y a pas eu énormément d'artistes femmes, quoi. Donc, voilà. Donc je pense quand même que les institutions, elles, devraient vraiment jouer cette carte. Ce qui est quand même un peu réconfortant actuellement, c'est que les galeries comprennent qu'il y a un gisement de valeur qui a été sous-exploité du côté des artistes femmes, et donc elles ont tendance actuellement à essayer de relancer l'intérêt pour des artistes femmes âgées. Alors vous allez me dire c'est cynique, certes, c'est commercial, mais toujours est-il que les femmes vont quand même en bénéficier. Vous avez des artistes comme Sturtevant, qui était une dame très âgée quand même, là, qui est décédée il y a à peu près 2 ans, je pense maintenant, qui a été lancée par la Galerie Repac. La Galerie Repac vient de faire rentrer dans son roster, donc sa liste d'artistes, Valley Export. Valley Export n'était plus montré dans les galeries françaises depuis très longtemps. Et puis une artiste que vous connaissez probablement toutes et tous en école d'art, Orlan, par exemple, qui était défendue avec moins d'enthousiasme par la galerie Michel Rhin, vient de rentrer dans les galeries Cesson-Bénétière, qui sont des jeunes artistes extrêmement dynamiques. Orlan doit avoir un petit peu plus de 70 ans aujourd'hui, et je suis prêt à parier que sa carrière va se trouver singulièrement accélérée, parce que justement les galeries aujourd'hui ont compris qu'il y a ce gisement de valeur qui a été un peu négligé du côté des artistes femmes âgées. Mais il ne faudrait pas que ça ne bénéficie qu'aux artistes femmes âgées, il faudrait également que les galeries soient un petit peu plus engagées, mais également les institutions, parce qu'elles fonctionnent avec l'argent public, pour défendre également des artistes femmes plus jeunes. Oui, quelqu'un d'autre veut demander, comme vous voulez. Non? Sinon, on peut en rester là. Moi, j'ai une petite question quand même, Alain. Est-ce que vous avez eu l'occasion d'interviewer justement les artistes qui sont classés dans le Queen's Compass, pas forcément ceux qui sont dans le top 10,
pour leur parler de l'impact en fait sur leur travail par rapport à ce classement. Est-ce que ils se sentent concernés ou pas du tout? Non, alors les plus effectivement consacrés, il y en a plusieurs que j'ai pu rencontrer, voilà, parce qu'effectivement ils exposent très régulièrement à Paris, en particulier justement je parlais de toute la galerie Tadeusz Ropac, ils exposent notamment régulièrement Georg Baselitz, Anselm Kiefer, vraiment des artistes stars, et là c'est des gens qui sont tellement en fin de carrière, je vous ai dit l'âge qu'ils ont également, quoi. C'est des gens qui n'ont plus rien à prouver, eux les palmarès, ils s'en moquent véritablement. En revanche, des artistes plus jeunes, je me souviens qu'une de mes collègues sociologues, il y a quelques années, par exemple Dominique Pasquier, m'avait dit qu'elle avait interrogé certains artistes, et un des artistes français les plus en vue, par exemple, lui, dans son salon, à l'époque, il avait un tout petit appartement, quand elle l'avait rencontré, il avait une carte du monde et il mettait des punaises dans toutes les villes où il avait eu une exposition significative. Et donc il lui a expliqué qu'il y a vraiment une stratégie, mais en fait, quand vous faites cela, vous faites exactement ce que fait le Kunstkompass en regardant ces institutions significatives dans le monde entier, en surévaluant, donc je le disais tout à l'heure, le poids de l'Allemagne, mais effectivement ces artistes, même parfois des artistes importants, effectivement, comprennent, alors c'est pas en termes de rang exact dans le palmarès, mais en tout cas ils comprennent qu'il faut qu'ils soient très visibles et que le principe, c'est ce qu'on appelle également l'effet Mathieu en sciences sociales, comme on ne prête qu'aux riches, plus on a d'expositions importantes, plus on enclenche la machine pour que l'exposition qui va suivre soit encore une exposition plus importante. Donc il y a vraiment, ils développent tout à fait, les artistes développent des stratégies pour essayer voilà, d'être toujours plus en vue et d'accéder. Maintenant, ils ont compris effectivement qu'il y a un cursus honorum, ils ont compris qu'il y a des étapes à franchir et ils essayent justement de passer d'une petite galerie à une galerie moyenne, d'une galerie moyenne à une galerie plus importante. Ils essayent de montrer dans le premier temps dans une petite biennale ou une biennale de la zone géographique à laquelle ils appartiennent et puis ils vont essayer après d'être dans des réseaux qui les porteront jusqu'aux biennales les plus importantes. Non, les artistes sont malins. L'artiste perdu dans son studio, oui bien que ça ne marche pas, on le voit par exemple avec les pays, perdu dans son studio qui n'a aucun contact et qui attend que le monde vienne s'intéresser à lui, c'est une stratégie un peu risquée. Donc effectivement, les bons artistes sont souvent des artistes qui ont compris qu'il faut également se faire le porte-parole de son propre travail. Et par hasard, oui, c'est pas du tout un hasard. Vous savez peut-être que Christian Boltanski, qui est l'un des artistes français les plus en vue, son frère Luc Boltanski est sociologue et était un très proche pendant très longtemps de Pierre Bourdieu. Et donc il a lu très tôt tous les travaux des sociologues et il a été un acteur, bien entendu, de son propre succès. Étant également le compagnon d'Annette Messager, je pense qu'Annette Messager a également bénéficié voilà, de ce regard, de cette compréhension des mécanismes pour accéder à la notoriété, ce qui ne veut pas dire pour autant du tout que leur travail ne soit pas intéressant. Mais avoir un travail intéressant, ce n'est pas forcément suffisant. Il faut être sensible à cette dimension comme ça, de mise en avant de son travail, d'insertion dans des réseaux qui vont vous porter pour avoir toujours plus de reconnaissance. Ouais, mademoiselle ? Un, deux. Ouais. Mais alors du coup, les codes que nous, on connaît par rapport à l'identification d'une œuvre ou d'un artiste d'art contemporain, finalement, en fait, elles se basent sur les conventions de ces espèces de... C'est comme des lobbying, en fait, de l'art, quoi. Ils monopolent un peu... Oui, il y a des filtres permanents, vous avez tout à fait raison. Voilà, c'est-à-dire que tout ce qui va être filtré pour apparaître dans une revue d'art, tout ce qui va être filtré pour apparaître dans une institution, ce qui va être filtré également pour apparaître dans une galerie, tout ça forme notre regard et en même temps forme non seulement notre regard, mais également à chaque fois établit des frontières entre art et non-art. Et effectivement, la somme de tout cela fait qu'il y a des choses qui sont laissées de côté et d'autres qui sont intégrées dans la scène de l'art contemporain. Et vous avez vu, c'est aussi pour ça que j'avais choisi de prendre de façon un petit peu provocatrice des œuvres d'artistes comme Liza Yuskavage. On pourrait penser que c'est absolument impossible d'intégrer Liza Yuskavage à la scène de l'art contemporain. Eh bien si, elle a été intégrée, et notamment par des galeries extrêmement importantes. Et donc aujourd'hui, actuellement, il y a des expositions de très grande envergure qui lui sont consacrées par David Sferner, même si moi je n'aime pas, je vous disais, c'est quelque chose qui est
une réalité à prendre en compte. Il y a à chaque fois des barrières, et comme vous dites, voilà, on peut dire du lobbying, mais ce n'est pas seulement du lobbying, c'est également des échanges d'informations. Et des échanges d'informations où chacun, et oui bien, alors parfois c'est ça qui me surprend, il y a des gens qui disent, mais finalement, l'art contemporain c'est n'importe quoi, on peut choisir n'importe quoi. Alors je dis oui et non. C'est-à-dire qu'on a une liberté de choix avec Liza Miscavige, avec John Currin, j'espère l'avoir fait apparaître, mais en même temps, vous voyez bien que quand on est soi-même un acteur intégré du monde de l'art contemporain, on n'a pas intérêt à mettre son crédit en péril en proposant d'intégrer des choses que les autres ne suivraient pas. Donc si on était totalement cynique, on pourrait dire, voilà, je vais essayer d'intégrer n'importe quoi, mais le n'importe quoi, je risque vraiment de perdre la face. Donc j'ai quand même intérêt à chaque fois à proposer à mes pairs, à leur dire, ça, tu as vu, tu trouves ça intéressant, moi je trouve ça intéressant, tu en penses quoi? Et on fonctionne toujours comme ça, voilà, un tâtonnement. Et là encore pour dire, voilà, alors à la fois, je pense que vous avez vraiment mis le doigt sur quelque chose d'intéressant, à savoir cette dimension de, c'est des groupes qui choisissent. Il y a la conviction également qui intervient par rapport à l'art contemporain, plus que ce qu'on voudrait croire de façon un peu naïve, à savoir l'œuvre s'impose par sa seule qualité, l'œuvre s'impose par sa seule présence. Mais à chaque fois, ce que j'explique également, c'est que je passe une partie importante de ma vie dans les aéroports. Ouais, ce qui est pas, alors je voyage énormément, c'est agréable quand on arrive, mais c'était si simple que ça, j'aurais pas besoin de former mon regard en permanence. En allant voir une exposition aux États-Unis, une exposition en Allemagne, une exposition au Brésil, pour ne pas avoir simplement un regard centré sur l'hémisphère nord. Voilà. Et donc à chaque fois, on s'informe et notre regard, effectivement, est complètement déterminé par ce que l'on a vu et par les informations qu'on a échangées, je dis, soit verbalement, soit même visuellement, avec d'autres personnes qui elles-mêmes ont fait des choix. Mais tout est question de choix dans le monde de l'art contemporain. Et c'est pour ça que les réseaux sont aussi importants. Aussi importants à la fois pour les gens qui jugent et à la fois pour les artistes, réussir à accéder à ces réseaux qui sont des réseaux porteurs. Non, mais du coup, alors c'est pour ça que c'est que dans ce genre d'école où on est, ouais. On va apprendre à raisonner, à se former un regard sur notre monde et sur l'art d'aujourd'hui. Oui, on vous transmet également des codes, vous voyez, sur ce qui est acceptable. Dès que je vais parler, je vais trembler. Ouais. Oui, mais c'est vrai qu'on va, comment dire, on va peut-être plus développer ce côté plastique, le côté voilà, raisonné, peut-être le conceptuel, etc. Mais alors du coup, il faudrait qu'on ait des cours beaucoup plus stratégiques, quoi, parce que finalement, ça peut être utile. Disons que ça peut être utile. Ou alors pas seulement des cours plus stratégiques, mais en tout cas, c'est important. Je pense qu'il faut inciter également les étudiants dans les écoles d'art à lire régulièrement les revues, à se tenir informés de ce qui se fait, à la fois pour informer leurs propres pratiques, mais également pour comprendre comment fonctionnent les réseaux. Comment fonctionne, parce que oui, dans les choses par exemple que les étudiants ne savent pas forcément, c'est on découvre pas, on n'obtient pas une galerie en allant se présenter dans une galerie. Ça arrive parfois, mais c'est rarissime. Les galeristes détestent que les jeunes artistes se présentent chez eux avec leur portfolio et leur disent voilà, c'est mon travail. En général, on considère que ce n'est pas professionnel. Normalement, ça va passer de la façon suivante. Il y a une personne qui va s'être intéressée à votre travail et qui va dire à une galerie ça c'est bien, regarde. Et la galerie, donc, soit elle embraye tout de suite, soit elle attend que 2 ou 3 personnes lui aient dit, ou elle va aller dans une exposition qui va montrer en particulier des jeunes artistes. Et comme aujourd'hui les galeries sont extrêmement porteuses pour lancer des carrières ou pour assurer des débuts de carrière, etc., bah c'est vrai que ce sont des... Voilà. Et donc c'est vrai que ça pourrait être utile, par exemple, de mieux insérer les étudiants, leur faire comprendre quels sont les lieux qui vont être des relais pour leur carrière, et de les faire, par exemple, rencontrer des curateurs, les faire rencontrer des galeristes, les faire rencontrer des acteurs qui seront des critiques, les faire rencontrer des gens qui peuvent être autant de relais pour leur carrière. Organiser une exposition de fin d'année où on réussit à faire venir des gens un peu influents qui vont effectuer un premier filtre et qui vont justement trouver ça c'est intéressant, ça c'est pas intéressant. Voilà, donc ça c'est des choses très importantes, absolument. Vous avez bien compris le... Il y a une dimension très commerciale du coup. Alors pas uniquement commerciale, Oui, parce que ça peut être également au niveau institutionnel, mais en tout cas une dimension très réticulaire, une dimension très en termes de réseau. Mais c'est vrai qu'aujourd'hui, vous voyez bien que le versant marchand, le versant commercial, a pris de plus en plus de poids. Il y a 30 ans, 40 ans, il y avait certains critiques influents. Aujourd'hui, les critiques ne sont pas très influents. Ils sont surtout influents s'ils connaissent bien les galeristes en pouvant recommander tel artiste et tel galeriste. Et donc aujourd'hui, le versant marchand a beaucoup plus d'influence qu'il n'en avait dans les années 60. Donc c'est important. Mais c'est très bien que vous preniez complètement conscience que quand on est étudiant en école d'art, la pratique que l'on va développer en atelier, c'est une chose très importante, mais c'est également autre chose que doivent communiquer les enseignants. C'est également un savoir-faire professionnel qui passe au-delà de la forme plastique
de son expression. Donc c'est effectivement transmettre des codes, un carnet d'adresses. Et c'est très intéressant parce qu'on discutait avec Frédéric Joly également il y a quelques jours. Et Frédéric nous disait par exemple qu'il y a des écoles qui recrutent spécifiquement, on parlait par exemple de l'école d'art de Cergy, et l'école d'art de Cergy, quand elle avait recruté Orlan, c'était dit Orlan est une figure très identifiée de l'art contemporain, qui, on sait qu'elle est généreuse, qu'elle met son carnet d'adresses facilement à disposition de ses étudiants. Et donc, on peut recruter des enseignants pour le côté très technique, et puis on peut recruter également d'autres enseignants pour apporter d'autres ressources à leurs étudiants. Mais la pratique, c'est également très important. Mais disons qu'il y a autre chose que simplement la pratique. La professionnalisation, elle va au-delà simplement de la pratique en atelier. Mais la pratique en atelier est importante. C'est pas moi qui dirais le contraire. Donc vous avez été un petit moment comme ça, vous étiez timide et ça y est, vous vous relancez. Ok. J'avais une question. Est-ce que vous pensez, enfin, c'est plutôt une pensée, que dans cette idée de palmarès, il y aurait en parallèle une influence du palmarès sur le médium utilisé par ces artistes. Parce que quand on regarde dans les palmarès que vous nous avez montrés, il y a quand même des médias plutôt qui sont assez important et la en peinture, liste. c'est une très bonne question, la peinture. Et donc moi, j'appartiens à une génération, en 2001-2002, j'ai parfois eu des rapports un petit peu vifs avec certains, pas tous, mais avec certains institutionnels qui considéraient par exemple que la peinture était un médium complètement dépassé en art plastique. Et moi qui ai toujours beaucoup voyagé, en particulier aux États-Unis et en Allemagne, je leur disais, mais attention, parce que c'est quand même, qui disaient que la peinture était morte. Et donc, c'était beaucoup poussé, orienté vers uniquement les nouvelles technologies. J'aime beaucoup la vidéo, par exemple. J'aime beaucoup la peinture, j'aime beaucoup la vidéo, donc des choses a priori assez différentes. Oui, on voit bien, quand on voit les palmarès des 10 artistes, par exemple, les plus importants dans le monde, qu'aujourd'hui, encore, la peinture est très forte. Quand on va à Chelsea, on voit que pour l'essentiel, ce sont des... Alors, vous allez me dire que c'est le versant marchand, certes, mais c'est le versant marchand des très grandes galeries, des très grands artistes. On a essentiellement des peintres et des sculpteurs. Donc, vous voyez, c'est intéressant d'objectiver un petit peu tout ça, puisque parfois on se dit, mais finalement, l'art contemporain, c'est que de la vidéo, l'art contemporain, c'est que des installations, etc. Et on voit que les artistes les plus reconnus, quand même, c'est de l'installation et c'est de la peinture et de la sculpture. Et ce qui peut expliquer aussi un petit peu pourquoi parfois les artistes français ont un peu de mal à l'international, parce que, alors maintenant, ça a été rétabli, mais je me souviens, par exemple, il y a une vingtaine d'années, il y avait des écoles où on considérait que les ateliers de peinture et les ateliers de sculpture, c'était dépassé. Alors, le problème, moi j'ai des artistes que j'aime beaucoup, par exemple, je m'intéresse de très près aux artistes également afrodescendants, soit les artistes afrodescendants américains, soit les artistes afrodescendants venant d'Afrique, et les artistes afrodescendants venant d'Afrique m'expliquent qu'eux, parfois ils ont un atout, c'est la peinture, parce qu'ils n'avaient pas d'ordinateur pour équiper leurs écoles, ils n'avaient pas toutes les nouvelles technologies, et donc certains d'entre eux ont quand même un sacré métier. Alors après, ils en font ce qu'ils en veulent, ils peuvent se détacher du métier, mais disons qu'effectivement, la question des médias est une très bonne question. Ouais. Et on voit que ça... Justement, je voulais vous demander si, avec votre parcours de sociologue et de critique d'art, est-ce que vous pensez que dans les prochaines années, il pourrait y avoir une transformation on va dire, de ce média qu'est la peinture, qui est quand même extrêmement présent. Et est-ce que vous pensez qu'il y aurait une évolution Alors je pense que la peinture va rester extrêmement présente. Il y a une ouverture, mais par exemple dans les foires, c'est un peu dommage, alors que les foires sont devenues de plus en plus importantes, se sont multipliées, on voit pratiquement plus de vidéos. Les installations, il n'y en a pas. Donc la peinture, en France, on a eu tendance un petit peu à l'évacuer il y a une vingtaine d'années, et la peinture est quand même un médium qui résiste très très bien, quoi, qui procure du plaisir également. Donc voilà, les gens, quand ils achètent de l'art, c'est pas le seul moteur, mais le plaisir visuel que procure une belle peinture, c'est quand même, c'est pas rien, quoi. Est-ce qu'il existe des palmarès en dehors des palmarès, je sais pas, peut-être plus au niveau des institutions, je veux dire, peut-être des palmarès qui du coup n'ont pas du tout les mêmes conventions que
le Kunstkompass ou Artfacts, c'est-à-dire où il n'y a pas cette dimension marketing, enfin, comment dire, parce que les codes de ces deux, de Kunstkompass et Artfacts, c'est surtout les expos, les plus grandes expos, les magazines, comme on a vu, là, les plusieurs façons de noter en fait un artiste et ses œuvres. Est-ce qu'il n'y a pas des institutions qui ont un barème beaucoup plus peut-être relié aux compétences artistiques de l'artiste, c'est-à-dire plutôt que sa notoriété, en fait, je veux dire. Alors non, tous les palmarès fonctionnent soit sur le marché, soit sur la notoriété, pour qu'on ait des critères un peu objectifs. Mais dans votre question, ce que je perçois quand même indirectement, c'est également qu'il peut exister des filières qui seraient des filières moins directement connectées au marché ou connectées aux très grandes institutions. Et donc là, c'est effectivement les filières qui peuvent exister, par exemple, dans certaines régions, des régions, mais qui ne font véritablement sens que si après elles sont connectées pour passer à une étape supérieure, parce qu'aujourd'hui, quand même, dans la définition de l'art contemporain, quelque chose qui est très important, c'est également la dimension internationale. Donc aujourd'hui, on ne peut pas être un artiste réellement contemporain si on reste soit à l'échelle nationale, soit au niveau d'une région à l'intérieur d'un pays. Donc c'est quand même important à chaque fois qu'elle puisse embrayer, qu'elle soit articulée avec des prolongations davantage nationales et internationales. C'est un bouche à oreille international, quoi. Absolument, voilà, ça fonctionne comme ça, bouche à oreille, cursus honorum, on repère les occasions, on commence à un niveau effectivement plus local, et puis rapidement, on dépasse par un rayonnement plus large. Bonjour, j'ai une petite question au sujet du... bon, c'est peut-être un petit peu basique ou je sais pas, mais le but de tout ça, en fait, du classement, du palmarès, en fait, moi, ça me fait beaucoup penser à... Enfin, je sais, est-ce que c'est très lié aussi à l'achat-vente aussi? C'est une très bonne question. Quand le Kunstkompass a été créé, et j'ai insisté sur le fait que dans le Kunstkompass, il n'y avait aucune dimension économique, mais in fine, le principe est effectivement de comparer finalement les listes de prix avec les listes d'artistes les plus reconnus ou pas, et en se disant finalement si un artiste apparaît très haut dans la liste mais coûte très peu cher, est-ce que ça ne serait pas une bonne raison d'investir sur lui? Et si un artiste apparaît très bas dans la liste mais coûte très cher, ça peut être un peu risqué d'acheter cet artiste. Donc vous avez tout à fait raison. Le palmarès n'est pas fondé sur des indicateurs, sur des facteurs marchands, mais il a été créé initialement pour justement essayer d'aider les gens à faire des placements avisés en art, ce qui est toujours un petit peu risqué. Il vaut mieux acheter avec son cœur qu'acheter pour faire des placements spéculatifs. En art, c'est toujours un peu difficile, hein, vous savez. Parce qu'on pourrait très bien se dire, bon, ben, ok, vous avez montré différentes manières de faire justement ce palmarès-là. Et au final, on peut se baser sur les cours de l'art, quoi. Et puis, hop. Si, tout à fait. Donc il y a une dimension également, vous voyez également. Alors il y a cette dimension-là, puis il y a une deuxième dimension que vous n'évoquez pas, mais qui prolonge celle que vous mentionnez, c'est la dimension performative. C'est-à-dire que le simple fait de produire des classements de la sorte, ça fait exister une réalité et ça envoie tout le monde un signal, à savoir qu'un tel est numéro 1, un tel est numéro 2, un tel est numéro 3. Donc même quand les méthodologies peuvent être un petit peu critiquées, le simple fait que le palmarès soit publié produit de la croyance et les gens savent qu'un tel monte, un tel descend dans le classement. Et également par rapport à la question que vous posiez tout à l'heure, mademoiselle, le Journal des Arts publie tous les ans le palmarès des, je crois, 200 artistes les plus visibles en France. D'accord ? Donc c'est moins élitiste que cela, tout le temps avec les données de Artfacts, et donc vous avez quand même déjà une bonne idée des artistes, et vous voyez des caractéristiques, là encore, plutôt des hommes que des femmes, mais voilà, dans les niveaux plus bas, il y a moins de compétition, donc voilà, on peut regarder quand même les caractéristiques des artistes dans le cadre national. Mais du coup, en prenant un petit peu du recul, si on enlève toutes ces... enfin, l'idée que ça soit commercial, quoi, que ça soit vendable et que ça prenne de la valeur ou pas.
il n'y aurait pas cette idée de classement, en fait. Enfin, je ne comprends pas pourquoi mettre un artiste numéro 1 avec un artiste en dessous numéro 2. Ça, c'est subjectif, c'est suivant les gens. C'est subjectif, mais ce n'est pas subjectif sur un individu. Et bien, ce qui est intéressant à chaque fois, c'est la création collective des jugements. Et je comprends à la fois les réticences que l'on peut avoir par rapport au fait de classer les artistes, mais si on ne produisait pas ce genre de palmarès, par exemple, ce serait très difficile de montrer que les femmes sont absentes, parce qu'on peut toujours dire « oui, mais il y a une expo où il y a beaucoup de femmes ». Tandis que là, ce qui est intéressant, c'est quand même que ces classements sont extrêmement englobants, et donc avec ce type de démarche, à la fois, on peut considérer que c'est jamais scientifique à 100%, mais en tout cas, ils nous apprennent quand même des choses sur le monde de l'art contemporain. Ils nous permettent de montrer que, indépendamment de ce que les gens vont vous dire, de ce qu'ils croient eux en tant que personnes, que la situation elle est moins favorable pour les femmes qu'elle ne l'est pour les hommes, que la situation est moins favorable pour les jeunes artistes qu'elle ne l'est pour les artistes plus âgés, etc. D'accord ? Donc on peut critiquer l'instrument en tant que tel, mais se passer totalement de l'instrument serait quand même probablement problématique, dans la mesure où l'instrument il a une fonction de dévoilement du monde social, et il a une fonction donc, de dévoilement des mécanismes qui sont à l'œuvre et des effets produits par les mécanismes à l'œuvre. Ouais, mademoiselle ? Et par rapport à tout ça, je voulais savoir déjà, qu'est-ce que vous en pensez, vous, en tant que sociologue ? Parce que c'est vrai que vous êtes sociologue, nous on est jeunes artistes, donc on a aussi un point de vue, je pense, assez précis. Mais vous, en tant que sociologue, vous avez aussi tout le recul. Vous avez beaucoup de recul, en fait, parce que vous êtes... Pour moi, ce qui m'intéresse, c'est qu'à la fois, ce sont des instruments qui ont été produits par le monde de l'art à proprement parler, qui reflètent des valeurs qui ont cours dans le monde de l'art, et qui permettent d'objectiver et qui permettent de quantifier et d'aller au-delà des simples discours. Parce que je vous disais, quand on recueille des discours, comme je le montrais tout à l'heure, eh bien parfois, les gens vont vous dire des choses qui ne sont pas véritablement ce qu'ils pensent, parce qu'ils veulent adopter un discours de façade. Les gens vont dire des choses également qui peuvent être totalement différentes, parce que leur impression peut être complètement biaisée par rapport à la réalité. Et là, il y a quand même une part d'objectivité. Et pour ça, je reviens à chaque fois, vous pouvez quand même évaluer la part des artistes américains et dire qu'aujourd'hui, alors qu'on vit tous un petit peu dans l'idée de la globalisation et du métissage, etc., eh bien, on voit bien que, de facto, les artistes américains sont beaucoup plus présents, les artistes américains sont beaucoup plus présents. Même si, à chaque fois, quand vous allez enquêter dans un pays, les gens pensent que les artistes de leur propre pays sont beaucoup plus présents à l'international qu'ils ne sont réellement. Donc, vous voyez, à chaque fois, il y a des effets comme ça de position qui vont influer sur le résultat que vous obtiendriez, par d'autres méthodes que celle-ci, qui est une méthode qui a le mérite de reposer sur des informations produites en interne par le monde de l'art contemporain et qui permet d'avoir un regard plus objectif. Mais est-ce que vous pensez que du coup c'est une méthode, enfin c'est un système d'évaluation qui va peut-être, monopoliser le domaine artistique, dans le sens où finalement le but ce sera la performance. En fait, faudrait, comme si là c'est assez récent comme classement quand même, ça fait quoi, trentaine d'années qui font... 1970, oui, maintenant ça fait quand même près de 50 ans. Ouais, 50, oui, pardon, en 2018. Quand même que dans les logiques des artistes, quand même, quand les artistes deviennent plus expérimentés, ceux qui passent à travers les fourches codines des différentes instances de qualification, les artistes intègrent quand même de plus en plus le fait qu'il faut réussir à exposer dans les endroits stratégiques, qu'il faut réussir à avoir un article dans les revues qui vont donner de la visibilité à leur œuvre, être présent dans telle exposition, etc., telle résidence d'artistes, pour faire du réseau dans telle résidence d'artistes, essayer de rencontrer, de convaincre tel critique de s'intéresser à son travail. Non, c'est un vrai parcours du combattant maintenant, la carrière d'artiste. Mais je pense que c'est important de le savoir. Vous voyez, donc, ouais. Voilà. Et donc moi, en tant que sociologue, j'aime toujours bien quand on dévoile la réalité sociale et quand on montre quelques mécanismes qui, sinon, sont toujours un peu contestés. Les gens vont dire « mais non, c'est très ouvert »,« mais non, c'est le talent seul qui permet de s'imposer ». Ah oui, mais alors le talent, il n'y a que les hommes blancs âgés qui en possèdent, quoi. Donc, c'est des définitions qu'on n'a pas forcément étudiées, en fait. Du coup, vos définitions là, de l'art contemporain, on n'a pas du tout cette définition. Voilà, ça permet un petit peu de procéder de façon un peu plus méthodique. Je ne sais pas si on a fait le tour des questions. Merci Alain, en tout cas, d'être venu. Merci. Voilà, comme ça en fin de journée.
Alors, merci pour ce regard sociologique. J'ai été un peu rapide tout à l'heure quand je vous ai présenté, mais j'ai été aussi ravie d'être votre doctorante, puisque vous étiez mon directeur de recherche pendant mes années de doctorat. Voilà, Frédéric Joly a été effectivement ma doctorante avant d'être directrice des études de la recherche.